L'un a vu tous les films, l'autre pas. Tant mieux pour elle, ça lui a évité de voir The Lure, une comédie musicale d'horreur polonaise avec des sirènes mangeuses d'hommes qui s'infilent dans une boîte de nuit. Parce que à chaque fois, normalement, je dois vanner un petit film dès le début. Donc là, je vais vanner The Lure, qui est vraiment un film de merde. Ah ouais, ça a l'air bien. Le synopsis, ça a l'air génial, hein, mais c'est tellement de la merde. Bref, je vous laisse regarder les images sur Google, c'est très bien. Aujourd'hui, nouveau podcast 5 étoiles, puisqu'on est accompagné de 2 stars. Mais avant d'allumer les projecteurs, je suis comme d'habitude accompagné de la bien moins lumineuse Yuna. Fermez pas. Comment tu vas ? Bah, mal maintenant. Contente d'être là quand même. Contente d'être là malgré tout. Très bien. Et en ce qui concerne nos 2 invités du jour, on voulait faire une émission spéciale acteur pour parler de cinéma un peu différemment de d'habitude. Mais qui sont-ils ? L'une a joué avec Laure Calamy. L'autre avec Max Boublil. L'un a joué avec Félix Lefebvre. L'autre avec le méchant dans Les choristes. Le dernier, bon, je l'ai un peu écrit comme une vanne, mais en vrai, c'est quand même un peu stylé. On dit bienvenue à Roman Park et Jules Poirier. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Yuna, tu pourrais présenter nos invités, s'il te plaît ? Bien sûr, ils sont tous les deux comédiens, mais pas que. Il y en a une qui est également modèle, photo, et l'autre qui est également réalisateur, qui a remporté un prix au Nikon l'an dernier. Yes. Avec monteuse, son moi court-métrage L'Abribus, Yes. qui était super. Merci. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, non ? Ah ouais, de ouf. On avait réagi C'était avec le club, Pendant vous un avez live, réagi ouais, c'est vrai. pendant un live et j'étais passé Oui, sur c'est le live vrai. 10 minutes juste au moment où vous aviez réagi au truc. J'avais C'est trop peur. Ouais, bah, ce qui est risqué, parce qu'on ne savait pas que les réalisateurs des Nikon étaient là. D'ailleurs, j'ai vanné un court-métrage de quelqu'un qui est ensuite devenu notre ami. Tout à fait. C'était terrible. Tu Ça as aurait fait pu ça. être toi, Jules. Tu es une très mauvaise personne dans tous les cas. Mais du coup, 2 artistes polymorphes et prolifiques, n'est-ce pas ? Et je vous laisse compléter si jamais vous avez des activités que je Tout n'ai à pas fait. mentionnées. Polymorphe, j'ai pas du tout le mot. Ça veut dire plusieurs formats artistiques. Plusieurs entre guillemets. cordes à notre J'aurais arc. pu deviner. j'aurais pu Exactement. deviner. Plusieurs casquettes. Ben, moi, je suis monteuse vidéo de base, Ah oui, c'est vrai. avant d'être comédienne. Tu J'ai fais encore fait ça Ouais, j'ai fait des études de montage vidéo, j'ai fait un BTS audiovisuel. Hmm. Et moi, je monte des documentaires principalement. Ah, ok, nice. Et je continue. Je travaillais cool. pour France 3 à un moment. Et maintenant, là, je continue. Je suis en train de monter un documentaire qui a été tourné à Medellín. Ok. Et c'est sur le street art et sur la politique là-bas. Voilà, Hmm. ça va être très cool. Stylé. C'est bien mieux qu'on travaille. Hyper stylé. Et ouais, moi je fais aussi, ça c'est- peu de gens le savent, mais je fais pas mal de danse à haut niveau. C'est C'est vrai. non, bah non. J'ai trop le seum. J'ai eu un peu la vision. J'étais impressionnée. De fou, moi aussi. Bref, programme d'aujourd'hui. Donc, on va commencer d'abord par se livrer un peu sur notre rapport au cinéma. Donc, en parlant des films qui nous ont donné envie de travailler dans le ciné, puisque même Yuna et moi, pauvres podcasteurs ciné, on n'y est pas encore, mais on a quand même le droit d'avoir des rêves trop grands pour nous. Après, comme d'hab, donc je laisse Yuna parler une dizaine de minutes sur le sujet de son choix, juste pour valider le test de Bechdel. Ensuite, deuxième épisode, on balait déjà la trame habituelle, parce qu'on avait la flemme de parler des sorties très récentes, donc on a décidé d'élargir un peu à nos coups de cœur des années 2020, chose qu'on évitera de faire à tous les épisodes pour pas parler d'Aftersun à chaque fois. Et enfin, on terminera avec du sang, un 2v2 filles-garçons, un peu équivalent au classico CM1, CM2, si je peux me permettre, parce qu'on va enfin élucider le mystère de savoir quel film méritait l'Oscar 2017 entre La La Land et Moonlight. Programme bien chargé, donc je vous propose de commencer. Et pour savoir qui commence, je vous propose une question. Celui qui trouve la réponse commence. Citez-moi tout simplement un film qui a été nommé aux côtés de Moonlight et La La Land lors des Oscars 2017. Pas si simple. J'ai pas envie de commencer, j'ai pas envie de répondre. C'était en 2017, du coup. Exactement. Je compte pas sur toi, Yuna, parce qu'à mon avis, toi, t'as vu aucun des films. C'est possible, ouais. Je faisais quoi en 2017 J'avais 19 ans. Oh, je regardais tellement pas de films. Je passais le brevet. Waouh. Oh, waouh. Ah, vous aussi, non? Moi, j'étais au Chili. Ouais. Waouh. Le brevet, Ouais. attends. J'étais en J'arrive pas à T'as un calculer. nom de manque, moi, toi? Ouais. Donc, t'avais même pas le brevet. Ah ouais. Donc, je ne sais pas ce que je faisais à ce moment-là. Pas grand-chose, sûrement. Oui. Personne n'a les films. Super question. franchement. Jules n'a pas envie de commencer, je crois. Dis-moi que t'as une question de rattrapage, genre. Ah non, non. Non. Non, on commence pas. Moi, j'aurais pas de toute façon. Un film qui est sorti en 2016. Attends, si je peux avoir. C'est la première fois que j'ai regardé les Oscars cette année-là. Donne-nous un. Est-ce qu'il y a un film qu'on connaît Ah nécessairement oui, il y a un Villeneuve, Il y a un Villeneuve il y a un film d'Andrew Garfield. Enfin, avec Andrew Garfield. Ah oui, ok. Il y a un film avec, comment il s'appelle le frère de Ben Affleck, Cassie Affleck. C'est pas l'année de Manchester by the Sea. Il y avait Manchester by the Sea. Il y avait Manchester by the Sea. Ok. Bravo à toi. Ok, pourtant, je l'ai vu. Il y avait aussi Premier Contact. Ah. Tu ne tueras point. Surcoté. Ouais. Ah oui, oui. Non, mais Merci. je crois que je l'ai dit aussi dans l'épisode 1. Ah ouais. On a parlé de beaucoup de choses dans l'épisode 1. Les figures de l'ombre que j'ai pas vues avec les meufs à la NASA, si je dis pas- c'est très réducteur comment je le dis. C'était horrible. Les En plus, c'est ça. vraiment genre la place de la femme dans les années 70 à la NASA et tout, qui n'était pas du tout respectée. Bref, je suis vraiment désolé. Fences avec Denzel Washington et
Comancheria, je sais même pas ce que c'est. Ok, je connais que Je Manchester connais by the aucun des Sea. films. Tu ne juras point, le truc avec Andrew Garfield là qui veut pas tuer des gens. J'ai pas vu, mais je vois La de guerre. quoi tu parles. Je vois Oxo l'affiche. Ridge. en Ah. anglais. Bah ouais, je te laisse commencer. Ah merde. Il voulait pas en plus. T'as Oui. le droit de laisser Yuna commencer aussi. C'est un peu la. Non, bah toi l'honneur, poubelle. franchement. Ok, très bien. Alors, en fait, je me suis rendu compte en regardant mes notes que j'étais pas allée jusqu'au bout de mon raisonnement. Comme d'hab. Mais en fait, le problème, c'est que les films qui m'ont donné envie de faire du cinéma, c'est des films dont j'ai déjà beaucoup parlé, qui sont des films d'Aki Kaurismäki et de Chantal Akerman, principalement. En fait, j'ai faire découvert chier. que... Les 3 Mais ça épisodes que tu suffit, nous en oui. parles là, non mais. Ah oui, non, je comprends. Bah, j'ai essayé de varier un petit peu, c'est pour ça que je vais parler aussi d'Harmony Korine, et notamment de Gumo, je sais pas si vous l'avez vu. Non. C'est un film... Tu l'as vu, Roman? Ouais. à T'en la as pensé fac. quoi? Je l'ai vu dans le cadre de la fac, du coup j'étais Ouais. un peu biaisée, on va dire. Tu l'as vu Ok. en classe ou tu l'as Euh, vu chez toi? Je l'ai vu chez moi en va. accéléré pour le partiel du lendemain. Oh shit. C'est donc ça les Ok. facs de cinéma, putain. Oui. Je croyais que vous aimiez les cinémas. Moi. Ok, en fait, je me suis rendu compte que tous les films qui m'avaient donné envie de faire du cinéma, c'était deux principaux dispositifs, entre guillemets. Ah oui, pas de tapotement sur la table. Déjà, l'utilisation excessive du plan fixe. Parce qu'en fait, je n'ai pas du tout... En fait, oui, non, déjà pour le contexte, moi, ce qui m'intéresse, c'est faire de la réalisation, pas du jeu. J'ai essayé de faire du théâtre. C'était pas glorieux. C'était il y a pas si longtemps. en plus. C'était il y a pas si longtemps, ouais. Et donc, de faire de la réalisation. Et en fait, je sais pas, je crois que j'ai pas un très grand intérêt pour la technique. Peut-être que vous l'avez vu en installant ce podcast, notamment. Et du coup, tout ce qui est un petit peu innovation technique en termes de plan et de rendu visuel un peu travaillé ou un peu effet waouh, etc., c'est pas des choses qui vont nécessairement m'intéresser. Et de base, je m'intéresse aussi peut-être plus, c'est peut-être un peu lié, mais à la peinture qu'au cinéma. Et du coup, moi, je n'arrive pas à penser les films autrement qu'en plan fixe. Peut-être que c'est un blocage que j'ai. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de cinéastes que j'aime beaucoup. Je pense à, du coup, à Kaurismäki. Je pense aussi à... j'oublie tout le temps son prénom, mais Anderson. Je sais pas si vous l'avez. Yes. Hein Non, pas Wes Anderson. Thomas Anderson. Non. Et pas Roy Anderson non plus. Si, c'est ça, c'est Roy Anderson. Ok. C'est ça. Qui, pareil, fait des plans fixes. Bon, je pense techniquement, ça doit être probablement impressionnant. J'en sais rien, parce qu'encore une fois, j'ai pas le bagage, mais qui fait des plans très profonds, avec un peu des multiples couches d'action. C'est très beau, je vous montrerai si vous voulez. Et Chantal Akerman, du coup. Et du coup, les premiers films qui m'ont donné envie de faire du cinéma, c'était des films un peu comme ça. Et les deuxièmes films qui m'ont fait, mais c'est lié, donner envie de faire du cinéma, c'est des films très contemplatifs, où j'ai capté qu'on pouvait prendre le temps, en fait. Et qu'on pouvait aussi pas forcément raconter des histoires. Parce que moi, je pense pas être bonne pour raconter des histoires, mais je pense être... En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de retransmettre des sensations à travers des plans de choses qui sont pas forcément ultra figuratives ou... de créer des récits qui sont pas forcément très linéaires, etc. Et donc les films d'Ackerman, de Kaurismäki, les films Gumo que j'aime beaucoup, pareil, qui est très déconstruit au niveau du récit, où c'est beaucoup de capsules, en fait, de capsules, de portraits capsules, entre guillemets, qui s'ajoutent un peu les uns aux autres de manière assez chaotique, avec des inserts, de parfois des différentes modalités de filmage. Le fait que j'ai pas Déjà, ce terme en fait, est si tu très veux, déjà, si tu alarmant. veux être réel et que tu dis que t'en as rien à foutre de la technique, déjà, j'ai l'impression que ça va être compliqué. Non, mais j'en ai pas rien à foutre de la technique. Mais après, moi, j'ai déjà parlé à Delphine Guiraud. Tu te souviens, la réalisatrice Ouais. de Quitter la nuit. Et je lui avais demandé, en fait, est-ce que c'est un point bloquant de pas avoir de bagage technique. Et elle m'avait dit, mais en fait, techniquement, t'es censé travailler avec des personnes qui mettent en image, enfin, genre qui appliquent de la technique et qui font de ta vision, tes en fait, idées, ouais. et J'ai qui l'impression que concrétisent ça. c'est ce que font mais les gens, mais j'ai l'impression que tu peux pas être bon si t'es pas passé par la case technique et que t'as pas toi-même essayé pour savoir ce qui était possible de faire et ce qui rendait bien. Je pense que c'est vrai. Mais c'est pour ça que je me forcerai à passer à travers ça, tu vois. Mais juste, je pense que je chercherai à avoir les bases et comprendre comment ça marche, tu vois, et comprendre les paramètres ajustables et en quoi tu peux les ajuster plutôt que de devenir genre une bête en technique, tu vois. Bah après, je sais qu'il y a beaucoup de réalisateurs et réalisatrices qui ont pas de bagage technique du tout Ouais. et qui font plein de films et des fois très Mm. bien. Hein. Donc Mais- c'est toujours mieux, je pense, de pouvoir comprendre un peu ce qui se passe autour. Ouais. Mais je pense pas que ce soit non plus un point déterminant. Où je vois, tu vois, typiquement News from Home de Ackerman qui m'inspire beaucoup. J'ai l'impression que c'est vraiment juste une meuf. Alors peut-être que je me trompe, tu vois, parce qu'encore une fois, j'ai pas les yeux du technicien, mais j'ai l'impression que c'est juste Ackerman qui se balade avec sa caméra et qui filme des trucs, quoi. Je pense que c'est très réducteur. Chantal Akerman. Parce que je pense que déjà pour parler avec tes techniciens, si t'as pas le vocabulaire un peu technique, je pense que c'est compliqué Ouais, d'expliquer je pense ce que aussi. tu veux, etc. Et puis même j'ai l'impression que tu peux pas avoir une vision si tu sais pas trop ce qui est possible. Et puis pour faire de la mise en scène, faut que tu saches, je sais pas, gérer ta profondeur de champ ou des trucs comme ça. Et si t'as pas ces connaissances-là, j'ai l'impression que c'est Non, puis compliqué. t'as le dernier mot. Enfin, ce qui est important aussi, je trouve, dans la réal, c'est que c'est toi quand même le chef à la fin. Du coup, genre, je trouve que si t'as pas la perspective sur tout ce qui est en train de se passer, sur toute la technique, à la fin, comment est-ce que tu dis oui à un plan ou non? Parce que
si c'est pas toi qui sais parfaitement ce qui est en train de se passer, quoi. En Ouais, je vrai, capte. même parfois je trouve, avec des comédiens, il y a plein de comédiens qui s'y connaissent pas du tout en technique non plus. Et je trouve qu'il y a des moments, il y a pas des moments de conflit, mais des moments d'incompréhension parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe au niveau de la technique. Quand tu Intéressant. comprends ce qui se passe sur un plateau au niveau de la technique, t'es quand même plus à l'aise et souvent t'es d'ailleurs mieux intégré dans l'équipe et pas plus aimé, mais en tout cas ça fonctionne mieux, quoi. Ouais, la communication est plus fluide, quoi. Parce que tu comprends ce qui se passe tout simplement. Ouais, je capte. Non, mais c'est pour ça, d'où l'intérêt, je pense, d'avoir un peu le vocabulaire de base, etc., savoir un peu les deltas d'adaptation, etc. Mais je pense que je serais jamais une bête en technique. Peut-être que je me découvrirai une passion en apprenant, tu vois, c'est pas impossible. Mais de manière Peut-être. générale, j'ai jamais Après, été vu très comment je te vois toucher les pratico-pratique. caméras là qui sont autour de nous, j'ai l'impression qu'il y a une passion quelque part là. Mais... Non, mais en fait, aussi, non, mais moi j'ai le problème de l'apprentissage où j'ai besoin que mon apprentissage il soit structuré et guidé. Et j'aime pas, genre, tâtonner sur des trucs et être en mode, je sais pas ce que je fais, et je sais pas si c'est bien, tu vois. Oui, genre, c'est juste que tu sais pas en vrai. Ouais, Si c'est ça. vraiment on te dit, vas-y, on t'explique de A à Z, Ouais, je pense, c'est ça, tu vois. tu le verras d'une façon beaucoup plus passionnante. Ouais, Genre. exactement, ouais. Personne te dira jamais ça. Je pense. Sauf si tu fais une école. Si, je pense, si tu demandes à des gens qui s'y connaissent, tu vois. Genre, j'ai demandé à Arthur de Tranquille Prod, je sais pas si vous voyez qui c'est, Bien Ah, sûr. il a fait un podcast. de venir. De quoi J'ai Ah fait oui, un c'est vrai. podcast avec eux. Ah bah oui, c'est vrai. De venir m'expliquer, il était chaud, tu vois. Donc je pense que je vais plutôt passer par là plutôt que moi tâtonner. Parce que, tu vois, je suis venue dans le studio une fois, essayer d'utiliser une caméra. Et genre, vraiment, j'ai passé genre 2 heures à l'allumer. J'étais en mode, c'est pas possible. Il faut que quelqu'un m'aide, quoi. Et du coup, c'est quoi tes projets cinéma? C'est quoi mes projets cinéma? Bah, du coup, j'ai commencé à tourner un documentaire, mais je me suis rendu compte que techniquement, c'était bloquant, effectivement. Donc, mais à minima, tu vois, ça permet d'affiner. Donc, j'ai un projet documentaire là qui est en cours. Et puis, je vais tourner un court-métrage. J'avoue, j'ai totalement intention de le tourner à l'iPhone la semaine prochaine. Parce que, en fait, j'ai juste envie de tenter des trucs avec mon actrice, qui est ma meilleure amie, qui a fait 13 ans de théâtre, et dont je ne doute pas du talent pour le coup. Et j'ai juste envie, en fait, de faire une déambulation dans Paris et voir un peu ce qui se passe, tu vois. Et tester des trucs au niveau des plans et au niveau de l'impro, et des choses comme ça, quoi. Voilà. C'est grave bien. Il Pourquoi faut pas. expérimenter et tout. Et Grave. tu trouves là Ouais. où t'es à l'aise et tout. Ouais. Sean Donc, Baker filme avec son iPhone. Bah, j'ai vu ça, Ça peut j'ai vu t'inspirer. The Left-Handed Girl il y a quelques jours. C'est filmé à l'iPhone, ça? C'est filmé à l'iPhone et c'est vraiment très bien. Ok. Ouais. C'est monté par Sean Baker. Si tu Et peux. monté par Shane Baker, ouais, tout à fait. Ok. Tout à Bah, fait. il a fait Tangerine, qui est filmé à l'iPhone 5, Il paraît, ouais. qui est vraiment cool. Mm. Et il y a le dernier, 28 ans plus tard, qui est tourné à Ouais. l'iPhone aussi. Ah là, ouais là, ils ont abusé. Ils ont mis Après, les iPhones. là, les c'est- accessoires ouais, et c'est c'est les ça. iPhones de maintenant Ouais. aussi. Donc, c'est pas Ouais. pareil que Tangerine. Où Tangerine, j'ai lancé le film, j'ai fait, wesh, il a vraiment filmé à Ouais. l'iPhone là ou quoi? Ouais. Et en regardant, j'ai vu qu'il était vraiment filmé à l'iPhone. Après, je suppose que t'as aussi des couches de post-prod qui sont pas spécialement accessibles. Enfin, je sais pas pour Tangerine, mais pour The Left Franchement, Handed Girl, j'avais Tangerine, je pense l'impression. que c'est vraiment full Ah ouais iPhone. Ouais. Ok. Franchement, tu lances le film, ça se voit Ouais. direct qu'il y a un problème. Ouais. Et puis Ok, même ouais. l'étalonnage et tout, il y a eu l'étalonnage, je pense, mais c'est pas top. Tu vois. Oui, mais Ouais, parce ouais. que la qualité, elle est pas suffisante pour faire un étalonnage. Enfin, Mm. c'est. Mais à la rigueur, sur les derniers iPhones, ok, mais genre sur l'iPhone 5, Ouais. j'ai pas vu le film, mais sur l'iPhone 5 et tout, est-ce que du coup, ça vaut le coup d'une expérience cinématographique de voir ça? C'est très bien le film. Le film C'est- et franchement, tu Est-ce que ça ferait d'avoir au cinéma, tu vois? Genre, Bah, c'est vrai que la qualité au cinéma doit pas être top. Ah ouais, mais je j'imagine sais pas s'il est même sorti pas. au cinéma. C'est son premier Peut-être film, pas, donc hein, ouais. c'est à l'époque quoi. Peut-être qu'après, je sais pas comment ça s'est passé, genre la réception, est-ce que ça est devenu connu après parce que lui est devenu connu ou pas? Ouais. Mais c'est vrai que moi je l'ai regardé sur mon ordi, déjà sur l'ordi c'est Ah ouais. un peu vénère. Bah, c'est vraiment comme si tu prenais un iPhone 5, donc un truc pas terrible et que tu l'agrandissais fois. je sais pas Après, il y combien. a Ah ouais. au moins Le le film mérite est très d'avoir cool. un trépied, etc. Enfin, Oui. c'est stable, tu vois. C'est pas horrible, mais genre, juste au niveau de la qualité, en fait, quand t'as l'habitude de la caméra et de la profondeur de champ, tu sens que là, il y a pas ça quoi. Ouais. Donc ça fait bizarre au début, mais franchement, je crois qu'au bout de 10 minutes, moi, j'ai oublié Ouais. que c'était le cas et ça passait très bien. Ok, alors que The Left-Handed Girl, tu vois que c'est à l'iPhone sur certains plans, mais c'est pas dérangeant et en termes de qualité, ça passe très bien au cinéma. Mais quand j'ai vu la j'ai- bande-annonce, je me suis fait la réflexion que c'était un peu bizarre. Ouais. là, j'ai vu la bande-annonce, j'ai pas capté. Après, j'aime pas regarder les bandes-annonces, du coup, j'étais un peu genre baissé et tout. Ouais, je capte. Mais ouais. Très bien, Jules. À toi. Ouais. Non, bah, on va... Allez, c'est parti, on va y aller. Allez, encore un petit peu, s'il te plaît, merci. Ouais, moi, déjà, j'ai pas grandi avec... genre, dans ma famille et tout, on allait très peu au ciné. Enfin, on y allait genre 2 fois par an, quoi. Mais je suis pas du tout grandi avec une culture T'as grandi où? cinématographique. Paris. J'ai grandi à Paris, ouais. Donc, évidemment, culturellement, c'est cool. Mais du coup, dans mon entourage, on n'allait pas du tout au ciné, on regardait que quelques films, et voilà. Du coup, j'ai pas grandi avec ça. Moi, l'acting, c'était vraiment parce que juste j'aimais bien faire le con quand j'étais petit et j'avais envie de m'amuser. Je En crois vrai- qu'il y en a beaucoup qui ont commencé comme ça. Bah ouais, et en Sans que vrai, le théâtre, c'était un peu pour les mecs qui aimaient bouger. Là. bah c'est ça, et en même temps, c'est ça qui est cool, c'est que du coup, c'est un truc qui te plaît et je trouve ça assez sain en vrai de commencer comme ça. Et du coup, ouais, juste, je m'amusais, mais j'avais pas du tout vocation à faire mon métier avant ça. Et par contre, du coup, la réalisation, qui est venue aussi assez tôt, je devais avoir genre 13-14 ans, Ah ouais. ça, c'était vraiment avec le cinéma. Et parce que du coup, moi, c'est vraiment l'inverse de Yuna. C'est j'avais envie de raconter des histoires. Mhm. J'étais en mode, j'avais envie d'utiliser le cinéma pour un peu faire rêver et tout. Genre, quand j'étais petit,
C'était vraiment plus du coup des dessins animés qui m'ont beaucoup donné envie justement de raconter des trucs. Genre, tu vois, les Miyazaki, les trucs comme ça. Et étrangement, j'ai eu quelques séances trauma dans ma vie. Et c'est ces séances trauma qui m'ont donné le plus envie de faire des choses. Genre, par exemple, Coraline, que j'avais vu quand j'étais petit avec ma grand-mère. Big trauma du film, mais du coup, Terrifiant. il était resté grave dans ma tête. Et je sais pas, je trouvais ça à la fois terrifiant et intéressant. Et bon, là, j'étais vraiment très jeune, mais j'ai eu le même truc avec Mother de Darren Aronofsky quelques années après, Ah oui, le délire. où je m'attendais à voir juste un film normal, enfin d'horreur, parce que c'était un peu la promo qu'ils avaient faite. Je connaissais pas du tout Aronofsky, je savais pas du tout ce que j'allais voir. Et ouais, je me suis mangé le truc. Je sais pas si j'ai adoré ou détesté ce film, mais je sais que c'est la séance qui m'a le plus marqué dans ma vie. Et un mois après, j'y pensais encore toujours et tout. J'étais en mode, ah ouais, genre tu peux faire vraiment avec le cinéma des vraies choses et tu peux raconter des trucs assez fous qui dépassent l'entendement. Et du coup, voilà, ça c'est un peu les films qui m'ont donné envie. J'avais aussi Zathura quand j'étais petit. Je sais pas si Quoi, vous ça connaissez Zathura. Ça me dit rien. Pourtant, j'ai vu tous les films. C'est une sorte de. Ouais, bah voilà. Bah voilà, attends. Ça s'appelle Zathura. Il y a une autre partie, mais on va dire que c'est Zathura. C'est de Jon Favreau. Et c'était en 2005. Et c'est une sorte de Jumanji dans l'espace. Oh waouh. Le film, alors non mais le film a sûrement très mal vieilli, mais moi c'est ma Madeleine de Proust. Genre vraiment, j'ai grandi avec ce film, j'ai dû le voir 15 fois en 3 ans quand j'étais petit. C'est Et avec le mec d'Hunger Games. de Ouais, ouf d'Hunger quand tu Games, étais petit, exactement. Et Putain. ouais, j'ai oublié comment il s'appelle l'acteur. Josh. Josh Hutcherson, bien sûr. Et ouais, tu vois ce film-là genre, il me faisait voyager et tout. J'étais en mode, ouais, genre j'ai trop envie de donner ce truc-là, de faire voyager un peu les gens. Du coup, c'est vraiment venu de là. Et après, j'ai commencé du coup l'acting un peu avant de m'intéresser. Enfin, je m'intéressais déjà à la réal, mais un peu avant de m'intéresser vraiment au ciné. Et là, du coup, ça fait quelques années que j'essaie de rattraper tout ça. Et que Déjà, j'essaie. comment t'as fait la passerelle théâtre, acting? En vrai, j'ai pas fait trop de théâtre. J'ai fait un peu d'impro quand j'étais au collège, mais c'est juste j'avais trouvé une annonce sur internet pour un rôle dans un film. J'ai placé le casting, j'ai été pris. Genre, j'ai vraiment eu de la chance. Genre, premier rôle ciné et tout. Genre, c'était assez cool dans Marvin ou la Belle Éducation. Et du coup, je me suis retrouvé du jour au lendemain dans le cinéma. Et à la base, c'était plus une expérience qu'autre chose. Et en fait, j'ai fini le film, j'étais en mode, mais ok, je veux grave faire ça. T'avais quel âge? J'avais 15 ans Ok, ouais. quand on a tourné. Et en parallèle, même avant ça, du coup, j'avais déjà une chaîne YouTube, je faisais des petits courts-métrages et Ah. tout. Et du coup, Ça, avec je veux cette le voir. découverte du ciné, Ça, aïe, j'ai aïe, aïe, vraiment envie disponible de voir je ça. te montrerai, je les ai en Déjà, en faisant mes répertorié. recherches, je tombais sur une interview de toi sur deux frères de PNL où t'es dans Quoi la forêt. Quoi Ouais, Quoi Oh Si, merde. Ouais, deux frères de PNL. Oui, non, c'est bien ça. J'étais pas au courant, Mais du coup. l'interview est super, hein, mais Ok, Qui date de? je sais pas. Mais t'étais jeune. ok. Bah ouais, je vois pas du tout ce que tu parles, donc ça me rassure pas, mais du coup, ouais, j'ai fait pas mal de vidéos, de trucs un peu divers, et c'est du coup, une fois que j'ai commencé en tant qu'acteur, que j'ai vraiment vu un peu ce qu'il y avait derrière le cinéma, et que là, j'ai voulu m'intéresser vraiment sérieusement à la réalisation. J'ai fait du coup une école de réal aussi qui m'a Ah, bien je savais aidé. J'ai fait l'ESRA. Ok. Euh, Ça t'a aidé, pas ça à Toulouse. L'ESRA, c'est à Paris. Il y en a plusieurs campus, Ah, ok, d'accord. mais c'est à Paris. Et je veux pas parler de l'école en elle-même, parce que les écoles de ciné, voilà, il y a des bons côtés et aussi pas mal de mauvais côtés. Mais par contre, pour les gens que j'ai rencontrés, what, c'est ça l'interview? Ok, attends, parce qu'ils me montrent en même Ça temps. te dit rien? Si, ça me dit un truc. Ok. Il y a Cool. deux frères de PNL C'est et tu marches fou, dans la forêt comme ça. C'est tellement fou de pas se souvenir d'une interview, genre. C'était il y a longtemps, ça devait être en 2017. Quand même. Je sais pas. Mais non, mais du coup, là, je m'en souviens. Maintenant qu'il monte, je m'en souviens. Mais ouais, voilà. Et du coup, la réal, genre, l'école, c'était vraiment rencontrer des gens qui étaient cool. Bah, c'est ceux avec Ok. qui je travaille aujourd'hui toujours. Hmm. Quand je fais mes cours, quand je fais mes films. Donc, Donc tu conseilles une école? Ça, c'est aussi une discussion que j'aime bien avoir avec les gens qui sont un peu dans le métier, parce qu'il y en a qui conseillent pas du tout les écoles, il y en a Ouais, qui de fou. conseillent de fou. bah, je suis un peu mitigé. L'école en elle-même, non, si t'as besoin d'apprendre le ciné, essaie de enfin, vas-y par toi-même, essaie d'apprendre un peu en autodidacte. Et ensuite, essaie de trouver des petits stages et aide sur des tournages. Et très vite, tu vas prendre en bagage et ça sera 1000 fois mieux que n'importe quelle école. Mm. Si jamais tu as de l'argent à dépenser dans une école et du coup, ça t'intéresse vraiment, ça peut aussi être un bon truc pour rencontrer des gens. Mais après, genre, il y a une moitié des personnes qui vont utiliser l'école, qui vont faire les cours et les projets de l'école, et c'est tout, et qui vont rien faire après. Et en fait, c'est les gens qui vont faire plein de projets pendant l'école, mais hors cursus, qui eux vont continuer à travailler. Et j'ai plein de potes qui ont arrêté l'école en deuxième année parce que ils travaillaient déjà, quoi. En quoi? En technique, surtout. Ok, ouais. Ouais, pour la réal, du coup, oui, pour une école, enfin, pour la réal, l'école, ça sert à rien. Ok, ouais. C'est juste, ça te donne un bagage technique, ça te fait rencontrer des gens pour faire des projets, Hmm. mais tu peux aller aussi sur cinas.org et trouver des gens, donc en soi. Et pour l'acting, les écoles d'acting. Ça, pour le coup, je sais que c'est un autre débat encore. Oh, moi, j'en ai pas fait. Du coup, j'ai un peu une vision qu'il y en a beaucoup qui sont pas ouf. Toi, t'en as fait une, toi? Non.
Mais t'as pris des cours de théâtre, non? J'ai fait 5 ans de cours de théâtre, mais c'était vraiment dans une troupe Ah oui, c'est vrai. plus amateur, tu peux pas, genre... Ah ouais? C'était... Non, c'était une troupe professionnelle, mais c'était des cours pour des amateurs, c'était pas du tout un truc professionnalisant ou quoi que ce soit. Ouais. Et c'était moi j'habitais dans le Val d'Oise, à la limite de la Picardie, c'était vraiment genre la troupe de campagne de théâtre. Mais c'était super, franchement j'ai adoré, mais voilà. Bah, ça, limite, je trouve ça cool, genre. Justement, je trouve ça bien, dans le sens où les écoles un peu professionnalisantes, parce que Mais de toute pareil, façon, je pouvais pas. Enfin, moi, c'était. En fait, ça m'est jamais venu à l'esprit. Enfin, je raconterai tout à l'heure, c'est pas mon moment de raconter, mais ça m'est jamais venu à l'esprit que j'allais payer pour une école pour devenir. Déjà, j'étais en mode, je serais pas comédienne et jamais de ma vie, j'aurais. Enfin, je veux dire, j'avais pas l'argent, j'avais pas demandé à mes parents de me payer une école et du coup, j'étais en mode, je ferais juste pas d'école, quoi. Enfin, ça m'est jamais venu à l'esprit, donc même maintenant. Ouais, je crois que grosso modo, l'idée c'est d'éviter un peu les écoles privées. faut jamais. Une blinde. Si tu peux, si t'as de l'argent dépensé, mais payer pour une école privée, je pense pas que ce soit une bonne solution, surtout pour être acteur. Bah parce que je trouve que c'est hyper. Sur un plateau de tournage, tu rencontreras des gens qui ont pu faire des écoles pendant 5 ans et qui sont super bons, d'autres qui ont jamais rien fait, qui n'ont pas le bac. Et je trouve qu'en tant que comédien, c'est encore plus le cas, quoi. T'as des gens, ils ont jamais posé les pieds dans un seul cours. T'en as d'autres, ils ont fait des trucs de fou, ils ont fait le CNSAD, enfin, ils pèsent de ouf au niveau école. Et en fait, vous pouvez vous retrouver sur les mêmes projets. Donc, Ouais, de voilà, ouf. voilà, Ouais, je sais pas. Moi, j'avoue, j'ai l'impression que tu perçois la différence, mais au théâtre. Genre, généralement, tu vois, les comédiens de la CNSAD, je sais jamais dans quel sens les mettre. SNSAD. J'ai l'impression que je les repère, tu vois. Genre, je suis en mode, ah putain, ce comédien, il est vraiment excellent. Et à chaque fois que je regarde, c'est un type qui sort de là, tu vois. Mais parce qu'ils sont. De enfin, l'ENSAT c'est ou des trucs comme ça. c'est normal qu'ils soient excellents. C'est que la demande pour à Paris pour les trucs publics, ne serait-ce que les conservatoires d'arrondissement, Ouais. c'est énorme. Enfin, Ouais, c'est wild, hein. Tu dois déjà être un excellent comédien. Et le théâtre, c'est tellement dur que je pense que c'est une formation qui est tellement compliquée que t'en sors, t'es forcément. T'es presque forcément bon comédien. C'est tellement dur d'y accéder. C'est que de base, t'es excellent comédien. Ouais, je vois. Et t'en sors en savant tout faire, enfin, surtout avec le théâtre. Ouais, en fait, c'est même pas tellement la formation qui te rend bon, c'est plutôt que. Il y a déjà un truc où de base, quand même, avant, il faut être absolument excellent pour rentrer dedans. Et après, je pense, c'est comme tu as dit, c'est aussi tu crées une troupe. Du coup, tu rencontres des gens qui souvent avec qui tu vas tourner derrière, avec qui tu vas faire des projets. Et comme vous êtes amis dans la vie, ça fonctionne bien, donc vous jouez encore mieux. Enfin, je trouve qu'il y a un peu un cercle. Après, j'ai l'impression que c'est le cas de même plein de réals qui sont connus aujourd'hui, ou même des gens qui sont un peu moins connus, mais genre, j'ai l'impression qu'il y a grave ce délire de groupe. Et quand ils percent un peu ensemble et il faut continuer à faire des projets ensemble jusqu'à la fin. Ça de ouf, là, tu vois, aujourd'hui, un peu les gros du cinéma français, ils tournent toujours ensemble, c'est les mêmes prods et les mêmes trucs. Bah, il y a 20 ans, ils étaient à notre place et ils ont percé un peu tous ensemble. C'est un peu ce truc où tu te pousses vers le haut avec tes amis. Du coup, si tu perces un peu en réal, bah, tu vas faire tourner tes amis et inversement. Et globalement, c'est un peu une effervescence et c'est un peu le but de. Du coup, c'est ça qui fait que le cinéma, c'est aussi un truc un peu très, entre gros guillemets, sectaire ou un peu fermé. C'est que du coup, bah, c'est des groupes de potes qui se poussent vers le haut. Et voilà. Roman, ton histoire? Bah moi, du coup, en vrai, c'est un peu pareil que toi, Jules. Il y a un truc où, genre, le cinéma, c'était pas du tout dans ma famille. Enfin, personne dans ma famille ne regarde de films. Enfin, le cinéma, c'était très loin. Puis surtout, j'habitais dans un endroit où, genre, pour aller au cinéma le plus proche, il fallait s'organiser, il fallait faire 30 minutes de voiture. Enfin, il n'y avait pas du tout cette ouverture facile, on va dire. À l'époque, j'étais pas non plus hyper pro piratage de films. Donc, j'avoue, en fait, juste, je regardais pas beaucoup de films. Et il y a un truc qui a un peu changé, c'est que d'un coup, j'ai dit que je voulais faire du cinéma quand j'avais genre 13 ans. Et c'est venu genre de nulle part. Mais pourquoi? Parce que j'étais même pas hyper fascinée. Mais j'étais en mode, je veux faire du cinéma. Je pense que ça peut pas venir de nulle part. Il y a forcément eu un truc que t'as oublié. Mais je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il y a eu ce truc-là. Et du coup, après, ma famille était en mode, ok, bah, on va te soutenir. Mais j'allais pas plus au cinéma parce que bah, y avait ce truc où bah, il fallait quand même faire 30 minutes de voiture pour aller au ciné. Donc j'y allais pas souvent. Mais j'ai commencé. Je me rappelle, on m'avait offert un espèce de poster à gratter avec genre les 100 films cultes. Je vois très bien le poster. Ça m'étonne pas du tout. On m'avait offert ça genre à Noël et je me suis mis en tête de regarder tous les films, cette liste de 100 films cultes. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à regarder vraiment des films de chez moi qui sont... Tu les as vus? Je les ai tous vus, je pense. Ouais. Franchement, j'étais vraiment genre un par un. Du coup, je me suis tapé tous les gros classiques Hollywood. C'était surtout des trucs hollywoodiens. Ouais. Et en fait, j'étais en mode, ok, c'est génial, genre j'aime trop. Mais il y avait un truc où genre, moi j'associais vachement ça à l'anglais et à Hollywood. Donc ça me paraissait tellement loin. Et en fait, du coup, j'ai appris aussi à parler anglais avec ces films, tout ça. Et je me rappellerai toujours, c'est que
ça me paraissait toujours super loin, le cinéma. Genre, c'était en mode, j'aime bien ça, je vais faire du cinéma, mais je savais pas comment. Mais pourtant, j'ai retrouvé une vidéo de moi, genre quand j'étais en 3e, et j'étais en mode, putain, je ferais du cinéma. Genre. Quand tu dis Ok. cinéma, tu voulais être actrice ou tu savais même pas vraiment ce que tu voulais faire dans Non, le je voulais cinéma? pas être actrice, je voulais juste bosser dans le cinéma, genre. Mm. Et j'ai commencé les cours de théâtre hyper tard, parce que moi, j'étais timide quand j'étais petite. J'étais pas timide avec ma famille, je faisais le clown et tout, mais par contre, en classe, c'était genre la bonne élève, un peu réservée. Enfin, vraiment pas du tout le genre de profil que tu faut au théâtre pour Contrairement se à défouler. Et du coup, ma famille m'avait toujours dit de faire du théâtre parce que quand j'étais chez moi, je faisais des shows à mes parents et tout. Et en fait, j'ai jamais osé parce que j'étais trop timide, je me regardais trop moi-même. Et en fait, j'ai commencé le théâtre et ça a été le coup de foudre. Genre, j'ai adoré et je débloquais une personnalité que j'imaginais pas chez moi, quoi. Ok, trop cool. Et Ça a du coup, été immédiat, ça? Bah, franchement, ouais, presque, quoi. Ok. Et je me rappelle que vraiment, je trouvais ça passionnant, enfin, vraiment. Et je me rappelle, je rentrais chez moi le soir, j'étais genre dans un état un peu d'excitation et tout. Ma mère, elle me disait tout le temps que quand je rentrais du cours de théâtre, le soir, pendant le repas, je parlais super fort. Et c'est vrai, c'est juste après, j'étais dans une espèce de truc débloqué que j'arrivais pas à débloquer au collège, au lycée et tout. Donc voilà. Et en fait, là, il y a le montage qui est apparu dans ma vie, qui a pris de la place parce que j'ai commencé en fait à filmer mes amis et à faire des montages. Et en fait, j'en ai fait plein. Et je faisais que ça. Et je faisais des montages de mes films préférés aussi. Genre vraiment, c'était les prémices des edits qu'on voit maintenant. Ouais. J'en faisais. Genre vraiment, j'en faisais quand j'avais 15 ans. Je faisais des edits de mes films préférés. Et tout. Genre des films qui étaient sortis et tout. Ouais. Genre, je les piratais, je mettais de la musique dessus, je faisais Je me petits demandais c'était montages qui et les gens tout. qui faisaient les edits, parce qu'à Bah, chaque fois je vois des edits de fou, je me C'était dis, moi. mais Sur qui YouTube a à pris l'époque. Ah ouais, tu publiais? 3 heures de sa vie pour faire ça? Est-ce que cette chaîne existe encore? Ah, Enfin, il y a de la chaîne YouTube aujourd'hui. Non, Petit je regard crois que gêné. j'ai supprimé, mais je dois avoir les vidéos quelque part. Enfin Incroyable. bref, du coup, il y avait tout ce truc où le cinéma a commencé à devenir super important. Mais j'étais en mode, je vais être monteuse. Le théâtre, pour moi, ça n'avait rien à voir parce que, encore une fois, j'étais en mode, je regardais que des films avec des acteurs hollywoodiens et je savais pas comment tu jouais en français parce que je te jure, le seul film que j'avais regardé de ma vie française, ça devait être genre Intouchable, tu vois. Ouais, je vois. Et en fait, je me rappelle, lors de la sortie du Portrait d'une jeune fille en feu en 2019. Tard. Hein. Bah oui, en 2019 quand même. J'ai vu ce film et il m'a marqué. Et j'étais en mode, mais c'est possible de faire des trucs géniaux en France. Et je vous jure, j'avais vu aucun film génial français avant ça. Ah bah, je comprends. Où vraiment tout correspondait à ce que j'aimais. Et je me suis dit, mais il y a un autre monde qui s'ouvre à moi. Et j'ai commencé à regarder plein de films français. Et du coup, ça m'a paru beaucoup plus réel, en fait, le métier de comédien en français. Et puis après, un peu par hasard, quand j'avais genre 17 ans, j'ai passé un casting et j'ai eu le rôle pour le court-métrage. Ce court-métrage, c'est La Ventrière. Et du coup, il a trop bien fonctionné. Il a fait le tour de... C'était un court-métrage de fin d'études de la Fémis. La réal, elle finissait à la Fémis. Et en fait, il a trop bien fonctionné, quoi. On a été dans plein de festivals. Vraiment, il a vraiment fait le tour du monde, littéralement. Et du coup, c'est comme ça que après j'ai eu une agent. Je ne connaissais rien. J'étais vraiment genre, j'ai envoyé un mail à mon agent en mode bonjour, j'ai fait ça, j'aimerais rentrer dans votre agence. Genre, vraiment, la meuf, elle a fait un court-métrage, elle a 17 ans. Et mon agent, elle était en mode ok. c'est toujours ton agent aujourd'hui? Ouais. Trop bien. Ouais. Et j'étais juste en mode ok, elle a cru en moi. Et puis voilà. C'est Formidable. indispensable les agents enfin, indispensable, c'est important? Ouais. Tu peux te débrouiller sans à trouver des trucs, mais c'est tellement plus galère parce que c'est elle qui est en contact avec les castings, Ouais, c'est les surtout prods. ça en vrai. Et puis aussi parce qu'on connaît pas tout au niveau juridique, c'est quand même Ouais, bien les d'avoir contrats quelqu'un et pour tout. te défendre autre que toi-même, genre. Et puis pour les castings, il y a plein de castings où il y a que les agents qui sont au courant. Ouais, ça m'étonne Ça ça. ferme énormément de portes en tout cas de pas en avoir, Ouais. je pense. Ouais, tu payes le carnet d'adresse en fait. Enfin, tu payes littéralement Un des peu. relations quoi. Bah, je pense qu'au début, t'as pas besoin d'agent genre direct, peut-être. Tant que t'as genre, mais au bout d'un moment, ça devient. Si tu veux faire d'autres trucs, Si Enfin, c'est ton métier, t'as Ouais. pas le choix, quoi. ouais, c'est Tu Tu ça. peux pas travailler, avoir un truc stable, déjà que c'est pas stable même avec agent. Alors, sans agent, bon courage, quoi. Mais d'ailleurs, même si si d'un coup t'as pas d'agent et tout, tu commences ton premier rôle, t'as un rôle dans un film, t'auras un agent à la fin, en général, Ouais. quand le film sortira. tu Comment vois. ça marche financièrement si c'est pas indiscret? C'est 10%. vous le payez ou c'est sur 10%, mais c'est pas payé. En gros, moi, nous, on va toucher ce qu'on touche et ils vont avoir 10% de ce qu'on a touché, mais ils vont pas prendre sur notre argent. Ah ok. 10%. C'est prévu pour eux, les 10% Exactement. en plus. En fait. Ok, Donc d'accord. c'est Je sais déjà pas ça. prêt, c'est un peu à la source, quoi. Ouais. Nous, on voit jamais les 10%, quoi. Donc si l'agent vous rapporte pas de contrat, vous payez pas l'agent. Bah, en fait, il est pas, l'agent est pas payé tant qu'on bosse pas. Ok, Elle est payée du coup par les boîtes de prod Ouais.
ou il, par les boîtes de prod dans lesquelles on tourne. Donc si on tourne pas, il n'y a pas d'argent. Ok, d'accord. Donc c'est nul pour nous deux, quoi. Mais Ouais. du coup, c'est pour ça que c'est aussi dur de trouver un agent parce que il faut que c'est quelqu'un qui, tant que tu tournes pas, travaille un peu bénévolement. Enfin, genre, cherche pour toi, fait des trucs pour toi. Tant que t'es pas pris, il est pas payé, quoi. En termes de précarisation, c'est pas mal ça aussi. Ouais, c'est dingue. Comme taf. Mm. Ok, nice. T'as pas vu la série 10%? Non, j'ai pas vu. Non, ça c'est C'est cool. sur Elle ça. est géniale, Ça, c'est cette vraiment bien. Ouais, tout le monde me dit ça. Ah, c'est Non, c'est vraiment cool. charmé. Je regarderai. C'est diffusé sur quoi? Netflix. C'est sur Netflix maintenant. Ah ouais, ok. Et à la base, c'était France Télé. Mais du coup, question, parce que du coup, là, vous, en vrai, c'est pas vraiment les films du coup qui vous ont mis dans le métier, mais à votre avis, à quel point, pour moi, j'ai toujours considéré que c'était important pour un acteur d'être cinéphile, parce que sinon, j'ai l'impression que c'est un peu fake, parce que du coup, à quel point c'est réel. Par exemple, moi, j'ai cet exemple avec Millie Bobby Brown. Ah putain, c'est trop marrant, j'en ai parlé vraiment il y a 2 jours avec une pote de Millie Franchement, Bobby j'ai tout le temps ça en tête, parce que du coup, elle dit qu'elle regarde pas de film et qu'elle Ouais. s'en fout, et je trouve qu'elle joue très mal, et j'ai l'impression que c'est relié, Ah tu ouais vois. Là où, par exemple, Sadie Sink qui joue avec elle dans Stranger Things, elle fait déjà des meilleurs choix cinématographiques, je trouve, et même si elle est moins connue, j'ai l'impression qu'elle va avoir peut-être une meilleure carrière parce qu'elle sait faire ses choix, chose que tu peux pas faire si t'es pas cinéphile, j'ai l'impression. Je pense, pour le coup, je pense pas que ça soit un critère de tu joues mal ou pas, parce que ça n'a rien à voir avec la culture ciné. Par contre, oui, pour les choix artistiques de carrière, forcément, du coup, tu as plus de recul artistique pour faire des choix. Mais pour le jeu en tant que tel, c'est juste que t'aimes pas Comment t'apprends à jouer? C'est juste que Toi, du coup, c'est bien, à 15 ans, on t'a appelé, tu savais jouer. Moi, je me Tu sens fais un juste. film. C'était une phrase. Non, parce qu'en plus, Fou, en vrai, je trouve. c'était le deuxième casting. Je dis souvent que c'est le premier, mais en vrai, j'en ai fait un genre 2 ans avant, pareil, que j'ai trouvé sur internet. Et genre, j'avais été hyper nul parce que je surjouais de ouf. J'étais en mode. Enfin, je faisais. C'est normal. Moi, là, tu me fous dans un film, je fais. Le doublage, n'importe quoi. Je faisais comme ça, quoi, Ouais, tu voilà. vois. Et bref, et je me souviens, genre, ma mère et tout, elle était en mode, bon, bah, très bien, on va au casting et tout. Il y a juste mon père qui a osé me dire, bah là, t'es pas naturel, faut que tu sois naturel. Et du coup, j'ai pas eu ce casting, c'était pour un mini truc, évidemment. Et du coup, quand j'ai passé ce deuxième casting 2 ans après, j'étais en mode, ah, faut juste que je sois naturel. Du coup, j'étais juste en mode, je suis genre normal, genre. Du coup, j'étais vraiment moi-même, genre juste. Mais j'ai l'impression que, on en parlera un petit peu à travers de ma chronique, mais j'ai l'impression que c'est ça en fait qui fait un bon acteur, c'est la capacité à être naturel beaucoup plus que la capacité à reproduire quelque chose. Mais ça, j'ai l'impression que tout le monde le sait. Mais non. C'est facile à dire, mais j'ai l'impression que Mais c'est je pas pense si que facile à faire. Quand tu commences, C'est tu vois, pas- tu disais comment est-ce que tu apprends. Je pense que quand tu commences, il y a une grosse, un truc hyper important, c'est que comme tu connais rien, tu as un naturel qui du coup te rend un peu bon comme ça, quoi. Ok, ouais. Moi, je me rappelle du coup mon premier tournage sur mon premier court-métrage, j'y connaissais rien, j'étais juste contente d'être là. Et genre, je me rappelle, j'étais même pas stressée parce que je me rendais pas compte de l'impact ce que j'étais en train de faire. Et j'ai été 1000 fois plus stressée sur mes tournages après, quand je me suis rendu compte de ce que c'était en fait de faire un film, Ouais. que là où j'avais vraiment l'insouciance. Et du coup, un truc, une ferveur, un truc jeune et frais, quoi. Ouais, Qui, je du vois. coup, je pense après, tu le perds un petit peu et t'essayes de le garder un peu tout le temps, le naturel. Mais du coup, t'es plus au courant que ce que tu fais, il y a plus d'impact, tu Je vois. suis grave d'accord. Ouais. Ouais, de fou. Moi, en fait, quand je l'entends, j'ai l'impression que c'est trop simple pour être vrai. En fait, il faut juste. Mais ça, c'est dur. Il faut comprendre qu'il faut rien faire. Et genre, tu sais, parce C'est que fou. forcément, avec une caméra, t'as envie de faire un petit truc et tout, mais la caméra, elle voit tout. Elle voit tout au moindre détail. Donc, faut juste. Bah là, du coup, c'est des trucs où on était très nous-mêmes, je pense, dans ces films-là. Donc, c'est ça qui a aidé. Après, évidemment, plus tu prends en expérience, plus ce qui est intéressant, bah, ça va être justement de faire des petits pas à côté pour essayer justement de un peu partir de toi pour aller vraiment construire des personnages. Ça, c'est beaucoup plus complexe. Mais pour un peu cette entrée, tu vois, c'est vraiment un truc où il faut juste être toi-même. Je sais pas toi, mais moi, mon premier rôle, c'était un rôle qui demandait pas beaucoup de composition. Enfin, je veux dire, moi, c'était un truc d'époque, mais il y avait quelque chose où, en vrai, c'était moi, tu vois. Et je pense que si elle m'a pris, c'est parce que ce que je montrais, c'est ce qu'elle voulait pour le rôle et ça correspondait plutôt bien. Et après, j'ai joué des rôles qui étaient complètement à l'opposé de moi. Et là, du coup, il y avait quand même un travail où j'étais en mode comment est-ce qu'il est le personnage? Parce que c'est pas moi, c'est le personnage. Alors que je pense au début, j'étais vraiment en mode vas-y. Et est-ce que tu es plus fière de ton travail, du coup, du premier rôle que tu as eu où tu étais très spontanée, ou du rôle où tu as un peu appris à interpréter un autre personnage que toi? Franchement, je trouve que c'est juste pas pareil. Genre, en Ouais. fait, je peux pas. J'ai du mal à hiérarchiser les projets. Et genre, j'ai des scènes que je préfère à d'autres, mais c'est pas forcément pour moi. C'est pour un tout, tu vois. Ouais. Des souvenirs de tournage, de ce que ça rend maintenant. Enfin, c'est pour Ouais, je vois. plein de trucs. Mais autant à l'époque, quand je me revois, il y a plein de trucs où je tique un peu, où je suis en mode ça, je l'aurais pas fait maintenant, tu vois. Et autant il y a des choses où je me regarde maintenant, où je suis en mode là, je sens que j'étais pas naturelle parce que je me connais, tu vois. Après, t'es jamais objectif quand tu te regardes toi-même en tant qu'acteur. Ouais, forcément. Moi, je pense que je pourrais pas. T'es horrible avec. Enfin, perso, je suis horrible avec moi-même. Genre, Ah ouais?
bah, c'est dur quand même. Puis t'as des trucs, ouais, comme t'as dit, la caméra, elle voit tout. Genre, moi, je vois des tics que j'ai, des choses qui reviennent. En plus, plus tu fais des projets, plus tu vois des choses qui reviennent. Et t'es en mode, mais pourquoi je fais cette tête-là quand je commence à pleurer? Pourquoi est-ce que j'ai la bouche qui se tord quand je rigole? Enfin, des trucs comme ça qui, dans la vie, personne te dit, putain, ta bouche, elle se tord quand tu rigoles. Personne te dit ça. Mais la caméra, elle le voit, tu vois. Enfin, Là, c'est... je vois. T'as ça aussi, Jules? Ouais, totalement, tout ce qu'elle a dit, pareil. Mais en fait, c'est surtout qu'en fait, on se voit jamais, nous, parce qu'on se voit genre peut-être dans des petites vidéos ou dans le miroir, mais on ne se voit pas naturellement être. Du coup, on se connaît pas. Et au cinéma, tu te vois comme... C'est très rare d'avoir ça. Non, c'est dur. Et ça fait... Ouais, c'est vraiment pas agréable. Ouais. Bah, en vrai, t'as jamais eu cette sensation un peu déjà sur les retours de stream? Je regarde pas les retours de stream. Ah oui, Ah, parce... voilà. Je déteste ça. bah moi je regardais en zoomant comme ça, j'étais en Ah, mode, moi, je oh peux pas. mon dieu. Moi, déjà, mais tu sais, j'ai fait des 3-4 courts-métrages avec mes potes. Je suis le seul qui est jamais passé devant la caméra. Genre, Ah ouais? tiens la caméra et je veux pas C'est passer marrant. devant. Parce que c'est hyper vulnérable de se mettre comme ça, enfin, devant la caméra et après, devant tout le monde, c'est genre... Enfin, surtout quand tu joues des trucs, je trouve... Moi, c'est surtout dans les scènes d'émotion où genre je suis en mode... Je suis hyper vulnérable et tout le monde voit cette vulnérabilité et tout le monde peut la juger, tu vois. C'est genre, je suis en mode là, je chiale et je sais que je suis au bout de ma vie et c'est vraiment ce que je ressentais lorsqu'on a tourné ça. Il peut y avoir des gens qui regardent ça et qui sont en mode, oh, j'aime pas comment elle chiale. Genre, non, c'est vrai. Ouais, je vois, c'est vrai que c'est violent. Ouais, c'est hyper violent. Enfin, c'est comme, d'ailleurs, j'en parlais avec ma pote en parlant du truc de Millie Bobby Brown. J'étais en mode, ça n'a rien à voir, mais on parlait du fait que, par exemple, pendant les castings, c'était hyper dur d'être rejeté. Aussi parce qu'il y a un truc de honte, de vulnérabilité. C'est genre, les castings, ils te voient et ils te demandent de te mettre à nu. Parfois, tu joues des scènes hyper dures où tu dois pleurer, crier, des scènes où c'est des histoires horribles. Tu te mets toi à nu, tu connais pas la personne, tu te dévoiles en 15 minutes. Et après, ils sont en mode, non, on n'a pas aimé la façon dont tu t'es dévoilé. Non, mais tu vois, il y a un truc comme tu ça. dois adorer La La Land. C'est... C'est vraiment, tu décris La La Land, c'est super. Ouais, non, je capte. Après, je suppose que tu peux te dire aussi, c'est juste... c'est pas qu'ils ont pas trouvé ça bien, mais c'est juste que c'était pas le match du personnage. Non, mais il y a 1000 etc., critères de toute quoi. façon pour un casting. C'est genre, en fait, même si tu sors en étant en mode j'ai dead ça de A à Z, tu seras probablement pas pris. Enfin, il y a tellement 1000 trucs qui découlent même pas de toi et de ton jeu. C'est le physique, c'est le match avec d'autres acteurs, c'est la prod. C'est tellement pas toi en fait au final que du coup, j'avoue que même quand je foire mes castings maintenant, je suis en mode au moins, je sais que je l'ai foiré. Et vous avez déjà eu un rôle après un casting foiré? Il y a déjà eu des trucs où j'étais pas content de ce que j'avais fait. Ouais. J'étais pas... En vrai, quand tu... Alors, ça, c'est un truc qui est assez intéressant, c'est que des fois, je pense, tu as peut-être aussi, avec l'expérience de faire des castings, la phrase à la fin sera toujours pareille. Ça sera en mode, oh, bah bravo, merci, c'était super, au revoir. T'arrives à voir quand la personne est vraiment en mode, pas toi, ton jugement de toi-même, mais quand la personne est en mode vraiment, c'était cool, en mode, c'est intéressant pour nous, ou en mode, merci, ciao. Genre, tu le ressens un petit peu, tu vois. Il y a un truc de feeling un peu avec soit avec le réal, soit avec la directeur de casting. Il y a un truc où, en vrai, il y a un feeling. De ouf. Il y a le feeling ou pas. De malade. Mais ça s'explique pas. Mais parfois, t'as le feeling et finalement, il te rappelle même pas pour les callbacks, tu vois. Ah bah c'est... Donc c'est ça qui est fou. un peu ingrat. Mais par contre, quand tu sais que c'était pas intéressant pour eux, tu le sens aussi. Et souvent, moi, je le sens même en amont du casting. Soit il y a un truc qui clique pas avec moi pour le rôle, ou alors je suis en mode... Parfois, j'ai l'impression qu'ils veulent me voir juste pour me voir. T'as pas l'impression d'être genre celle de la liste qui est le plus... Ah, elle peut être vraiment intéressante pour ce rôle. Ouais. C'est ça. Il y a des fois où vraiment je suis en mode, putain, ça c'est tellement moi ce rôle, genre ça me correspond parfaitement et du coup je me mets limite plus de pression. Il y a d'autres fois où je suis en mode, je pense qu'ils me voient juste en mode, viens, on va essayer la blonde là, genre un peu comme ça. Après moi, tu vois, sur Demain nous appartient par exemple, le casting que j'ai passé, pour moi je l'ai complètement foiré hein. Et j'ai revu mes essais, j'étais mauvaise, genre littéralement. Mais parce qu'en fait j'avais pas du tout capté les enjeux du rôle et c'est un rôle qui n'a rien, c'était un rôle de peste de ouf, vraiment une meuf méchante mais parce que après tu comprends que voilà, elle avait des blessures intérieures qui la rendaient. Mais il y a un truc où genre fondamentalement quand elle était avec les gens, elle était juste méchante gratuitement, elle leur faisait du mal gratuitement. Et moi, en lisant le scénario, j'étais en mode ok, bon, elle est un peu bitch et tout, mais ça va. Et je l'ai joué vraiment en mode un peu bitch, mais ça va quoi. Et vraiment, light bitch, genre. Ouais. Et au bout d'une prise, elle est en mode c'était top, mais vraiment méchante. Hein. Je suis en mode ah ouais, méchante. Elle est en mode bah ouais, faut quand même. Je leur fais une deuxième fois, mais
encore une fois, je suis pas non plus hyper. Et elle me dit merci, c'est tout. Je fais 2 prises. Mm. J'avoue, là, c'est C'est- pas le feeling. Là. Ouais, là, c'était pas du tout le feeling. En plus, j'étais arrivée en retard et tout, laisse tomber. Et 2 jours après, elle m'appelle. 2 jours après, elle m'appelle, elle me dit ouais, voilà, t'as fait l'unanimité, on passe pas de callback et tout, c'est toi. J'étais en mode, What? Incroyable. Et j'étais en mode, mais quoi? C'est presque louche en fait. Mais j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'ils ont vu, genre? Et justement, du coup, les premiers mois de tournage, j'ai eu du. Parce que du coup, c'est une quotidienne, donc ça met du temps en tournage. J'ai tourné 1 an et demi dessus. Les premiers mois de tournage, j'avais pas du tout le rôle parce que j'ai eu du mal à me mettre dedans, quoi. Ok. Parce que c'est vrai que sur une quotidienne, t'as pas de temps de prépa avant, tu commences à tourner limite direct. Mm. Et du coup, ça m'a encore plus étonnée qu'il m'ait prise alors que j'étais pas prête maintenant pour le rôle, quoi. Mm. Et j'ai vraiment mis du temps avant de capter comment être et tout. Et à la fin, je m'amusais trop dans ce rôle, justement, qui était à l'antipode de moi, tu vois. Mais au début, c'était dur. Mais parce que du coup, pendant 1 mois et demi et quelques, t'as tourné en étant pas très bonne, c'était ok, genre? Bah, finalement, ça rendait ok sur les prises, mais parce Ouais. que les réalisateurs devaient vraiment me pousser à faire un truc que j'arrivais pas à faire naturellement. Ok, C'est ouais. que vraiment, on faisait la première prise et j'étais genre, les Mm. gars, j'ai pas, genre. Et c'était dur en vrai, les premiers mois, j'étais en tellement mode, stressant, mais ouais. je suis Ouais, nulle. j'imagine, ouais. Et en fait, ils me poussaient, ils étaient en mode, non, mais c'est bien, c'est bon, tu vas l'avoir et tout, c'est le temps que tu captes le perso. Mm. Mais j'avoue, au début, bah, je galérais sur mes prises, quoi. Genre, vraiment, je me rappelle que j'ai tourné avec un acteur qui était plus âgé et tout. Et c'était la pire scène pour moi. Je n'arrivais pas à aligner 2 mots. Et je me rappelle, il m'a dit un truc, il m'a dit, mais tu sais quoi, mais oublie tout ce qu'ils disent, genre, juste ne fais rien, dis juste ton texte. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et ça a trop bien fonctionné. Ok. Et la scène, grâce au montage, merci au monteur, rend bien. Mais elle était catastrophique à tourner, vraiment. Je n'arrivais pas à aligner 2 mots. Et en fait, après ça, j'ai eu un truc de... En vrai, j'essaye d'oublier le fait que je dois être une bitch et tout. Genre, juste, le texte est écrit tellement... Elle est tellement méchante dans le texte que j'ai pas besoin de jouer Ça vient d'être méchante. naturellement. Ouais. En plus, ouais. Et en fait, après, j'ai capté que du coup, il fallait pas que j'arrive en mode je dois être méchante, je dois faire ci, je dois faire ça. Et en fait, juste en disant le texte, c'était déjà hyper méchant, quoi. En fait, on en revient Ouais. au constat de faut être le plus naturel possible, quoi. Bah, en fait, ouais. Et comment tu fais ça concrètement? Genre, quand tu te sens un peu genre surjouer le truc, comment est-ce que tu reviens à toi et à un truc un peu plus neutre? Alors, Roman, je sais pas toi. Moi, c'est vraiment un truc qui vient pareil un peu tout seul où. En fait, le but, c'est aussi de vider son cerveau, de pas essayer. Parce que des fois, tu te vois jouer, tu te sens et tout, et là, t'es pas Ouais. dedans. C'est juste d'essayer un peu d'oublier le reste. Mm. Et juste, une fois que t'es dans la Juste scène, de tu vibrer, t'amuses, genre. tu joues, genre, t'es dans la Ok. scène. Et même, tu joues pas parce que t'essayes d'être un peu le personnage. Mm. Et juste, t'es là et tu fais ton truc, quoi. Ok. Moi, je trouve les autres, ils aident vachement, enfin, les autres acteurs, parce que très souvent, moi, ça m'arrive très souvent de m'entendre jouer. Il y a vraiment un truc où t'es là, tu vois, comme là, je te parle, je te regarde, je suis en train de dire mon texte et je m'entends dire mon texte et je me vois le dire. Et je me dis, putain, c'est pas bon, mais je continue. Je sais encore, je continue à dire mon texte, mais en même temps, je suis genre, ah. Et du coup, ça te parasite complètement la tête et t'es plus du tout dedans. Ouais. Et tu le sens et ça te fait paniquer, mais on dirait pas. Et du coup, moi, je trouve que c'est vachement aidant quand l'autre personne est présente et que du coup, tu te perds pas dans les yeux de l'autre personne, que tu es connecté à son personnage, que ton personnage est connecté à l'autre. Et en vrai, moi, j'essaye de me rappeler. En tout cas, moi, je sais que ça fonctionne bien, même pour les scènes d'émotion, les trucs comme ça, il faut faire sortir des trucs. Ouais. Moi, c'est juste, je me rappelle ce que le personnage a vécu et son lien vraiment avec les autres gens. Je me dis, tu vois, la personne en face de moi, c'est pas l'acteur, c'est pas l'actrice. C'est sa meilleure amie depuis 10 ans. C'est qu'est-ce que je ressens là, maintenant, quand je me dis, putain, c'est ma meilleure amie depuis 10 ans, tu vois. Ouais, Et en fait, il faut juste toujours revenir au truc naturel de qu'est-ce que tu sentirais de base et pas ce qui est écrit dans le texte ou quoi que ce soit. Ok, Je trouve ça fou que le travail principal, au final, c'est pas d'essayer de jouer, c'est d'essayer de pas jouer. Ouais, c'est vraiment non, ça. mais C'est l'inverse de ce que. Enfin, moi, en tout cas, j'avais en tête. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal et tout, parce que des fois, il faut le comprendre, ce truc-là. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'école ou de machin, qui te forment vraiment à des trucs, plus théâtraux et tout, et du coup, qui ont du mal devant une caméra. J'ai l'impression que Parce c'est que cata, c'est en fait. Tu pas- fais une école, c'est cata. Pas forcément, parce que Non. tu as aussi des gens qui vont comprendre ce truc très bien et vont pouvoir être très à l'aise dans les deux, et justement, ça va leur permettre d'arriver à trouver des techniques pour sortir encore mieux les choses. Donc, c'est pas tout. Mais voilà. Mais le théâtre, pour le coup, ça n'a rien à voir. Enfin, souvent, on dit oui, le théâtre, le cinéma, on en parle comme si c'était qu'un enjeu. Et franchement, jouer du théâtre et du cinéma, ça n'a rien à voir. Mais enfin, vraiment. Pour moi, le cinéma, c'est vraiment un truc de naturel et d'essayer d'être le plus ton personnage, alors que au théâtre, c'est t'essayes d'incarner le personnage. Et il y a un truc de... Si tu travailles sur la voix,
Rien que ça. Si tu vois, au cinéma, le seul truc qu'on va te demander, c'est d'articuler et d'être assez audible. Mais tu vas globalement rien faire, sauf si tu prépares un truc avec un accent ou quoi. Mais au théâtre, tu vas travailler la voix, comment tu la projettes, tes intentions, tout. Et du coup, tu fabriques vraiment un personnage, ses intentions, tout. Beaucoup plus qu'au cinéma, où quand même, à la base, on te prend pour ta tête, comment tu parles à la base. C'est vrai que moi, j'avais fait des cours de théâtre où, pour le coup, on jouait du théâtre. Et effectivement, en fait, juste, t'avais des exercices où tu prends une phrase et en fait, tu peux la jouer, mais genre de 18 façons différentes. Et en voyant là où tu mets l'intonation, etc. Et en vrai, j'étais en mode... J'avais cette idée en théorie, mais le voir en pratique et voir à quel point c'est dur aussi de faire varier alors qu'instinctivement, tu vas plutôt vers une direction, etc. C'était archi intéressant. C'était hyper dur. Tu vois là où il y a des choses où tu es plus ou moins à l'aise. Genre, moi, je sais que j'ai des émotions avec lesquelles je suis plus à l'aise ou pas, mais parce que dans la vie, je les ressens plus ou pas, tu vois. Genre, c'est cool, mais par exemple, la tristesse, je suis hyper forte pour la faire, parce que dans la vie, je chiale tout le temps, tu vois. Mais alors que la colère, genre vraiment les scènes de grosse colère où vraiment, c'est la rage de ouf. Moi, j'ai grave du mal avec ça, parce que dans la vie, je pense que ça m'est jamais arrivé de vraiment m'énerver de fou. En fait, ça c'est dur du coup de jouer un truc que t'as jamais fait. Ouais, de fou. Genre dans Demain nous appartient, par exemple, j'ai dû faire une scène où vraiment je hurlais genre à la mort, en mode vraiment j'allais mourir. Je hurlais, je pleurais, genre vraiment j'étais peur comme jamais. En fait, ça m'est jamais arrivé dans la vie. Et en fait, rien que ça, tu te dis putain, ça m'est jamais arrivé. Comment est-ce que je serais là dans cette situation? C'est super dur du coup parce que tu l'as jamais vécu, tu vois. Tu fais quoi? Tu cherches des inspi ou tu l'inventes? Bah franchement, là, encore une fois, je me disais, je vais mourir. Genre, qu'est-ce que tu fais quand tu vas mourir? Bah, tu hurles, genre. Je me disais, je hurle le plus fort possible, genre, jusqu'à être épuisée, tu vois. Surtout que des scènes comme ça, intenses en émotion. Moi, les colères, c'est pareil, donc je trouve ça un bon exemple, tu vois. Mais genre, c'est très facile, du coup, de surjouer le truc ou de sentir que tu surjoues. Parce que la colère, t'es en mode, je vais crier et tout. Et... C'est souvent le pire. Dans les films, quand ça joue mal, en général, c'est. Bah oui. C'est très rare qu'il y ait des films qu'il y ait des films où ça crie et où ça reste juste. Et du coup, c'est vraiment, faut aller chercher le truc et tout. C'est dur, la colère. C'est hyper dur. Je suis d'accord. J'ai vu Adèle Exarchopoulos, elle avait dit pareil il y a quelques années. Mais en fait, c'est les émotions que tu fais pas souvent toi-même naturellement. Faut aller chercher des trucs, quoi. Ah ouais, t'énerver comme ça, enfin, mis à part si t'es quelqu'un de très colérique. Mais quand même, il y a un truc où c'est rare dans la vie de gueuler vraiment sur quelqu'un, de projeter aussi loin une émotion. Enfin. En plus, t'as 1000 types de colère, t'as 1000 types de tristesse à chaque fois, c'est pareil. Sur un même texte de colère, tu peux le jouer 1000 fois. Il y a colère silencieuse, tu peux la mixer avec d'autres émotions. Je sais pas, moi, quand je suis énervée, je pleure, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Ouais, mais pareil, j'avais eu une scène de colère aussi en cours de théâtre. Et genre, au milieu, j'étais en mode, mais je peux pas. En fait, je sais pas être en colère. Enfin, moi, si je suis vraiment genre, au sommet de ma rage, je me tais. Ouais, genre je suis dans le silence. Moi aussi. Et donc du coup, il était en mode mais écrit, fais quelque chose. J'étais en mode mais en fait je me cringe là, mais à un point, c'est pas possible. Genre c'est-à-dire que c'est tellement une émotion qui me ressemble pas, un comportement qui est hors de moi. J'étais en mode mais ça va être horrible. Genre là si je me mets à crier, vous partez tous de la salle. Genre ça va être un moment de gêne mais intersidéral quoi. Ah non. C'est pour ça que je pense que les cours de théâtre je pourrais pas, parce que je pense que le début, la période du début, ça va être trop bizarre. Genre. Ouais. Mais après, tout moi qui suis pas à l'aise là. En cours de théâtre généralement les gens sont ultra bienveillants. Genre, pas vraiment en fait, tout le monde fait le même, tout le monde est dans la même merde. Il y a un peu un truc où genre ils te font faire un peu les pires trucs les plus gênants, les trucs pour briser la glace. Tu fais beaucoup d'exercices avec les autres où vraiment tu dois les regarder au fond des yeux, tu vois, des inconnus que tu as rencontrés il y a 5 minutes ou des trucs comme ça. Et en fait, si tu étais tout seul à le faire, bon, là vous êtes 15 à le faire. Et après, chacun son tour va passer devant les autres, mais tout le monde va le faire. Donc en fait, c'est un peu le truc où vous êtes tous dans la même merde qui te donne une force dans le théâtre où du coup ça va genre. Je l'ai vécu comme ça aussi, ouais. Donc c'est à moi de parler de ma vie. C'est là, vous m'entendez bien? C'est ça la transition. Faut juste que tu sois... Non, c'est pas... Et Riyad, attends, du coup, tu nous as pas parlé, toi, c'est quoi tes rêves et tout? Il est fort. Il est tellement Merci. fort. Très bien. Donc moi, un peu comme vous, au final, pas comme toi, mais j'ai commencé le ciné très tard, donc environ année... Covid en fait, donc 2020. Et moi j'ai commencé le ciné encore beaucoup plus tard. Ouais, toi c'est plus tard, c'est pour ça que je dis ça. Mais du coup, moi, pareil, c'est vers la période Covid, donc quand j'avais 18 piges, j'ai commencé à regarder des films, moi. Donc, j'ai jamais été. J'ai fait une année, du coup, en CM1, où c'était une année sur le cinéma, mais qui a eu aucun impact sur ma vie, mais où du coup, j'ai dansé la choré de Singing in the Rain, où j'ai fait le musée Grévin et j'ai vu tous les films de Charlie Chaplin, qui sont restés parmi mes films préférés. On a tourné un court-métrage, putain, j'ai joué dedans. Voilà, tu vois quand tu veux. J'avais complètement oublié. Non, mais tu vois, comme quoi, ça n'a eu aucun impact, mais bien sûr que si, genre. Non, nécessairement inconsciemment, tu vois, t'as déjà eu une première empreinte dans le ciné, quoi. Ouais, mais pour le coup, genre, j'ai fait cette année-là, et puis ensuite, j'ai plus jamais refait un truc en rapport avec le cinéma jusqu'à mes 18 piges.
sais pas ce qui vient de se passer en backstage là. Mais... J'ai retiré un poil qui était dans le micro, il était hyper long. Désolé. Simple. Ça veut dire, ça par contre c'est cool, ça veut dire qu'il n'y a aucun qui a grandi vraiment avec ça ici. Ouais, moi franchement, mon père aime bien les films, mais c'est vraiment. Il regarde la télé tout le temps. Donc le soir, c'est des films. Mais j'ai pas l'impression qu'il aime le cinéma plus que ça. Mais par contre, du coup, il a vu plein de films. Et j'ai dû, pareil, moi je suis allé au cinéma, j'allais voir les Avengers avec mes potes, Star Wars avec ma mère et Avatar, parce qu'elle disait, oh, c'est l'expérience du cinéma et tout. J'ai vraiment vu que ça au cinéma jusqu'à 2020, où du coup, en vrai, un peu comme Roman, du coup, genre juste je me suis fait une liste des films qu'il fallait voir. Donc c'était tous les classiques hollywoodiens, Les Évadés, Wall Street et trucs comme ça. Je me suis fait la liste. Pulp Fiction, j'ai commencé avec ceux-là et du coup je me suis les enchaînés pendant le Covid pour rattraper du retard. Mais du coup vraiment je me disais j'ai commencé à de plus en plus aimer les films. Je me disais j'aime beaucoup les films, j'aime beaucoup regarder les films, à la limite peut-être être critique un jour, mais vraiment faire des films, je le disais à haute voix, ça m'intéressait pas, tu vois. Je disais que j'aimais bien regarder les films mais que ça me faisait chier, j'avais pas trop envie de filmer, etc. Jusqu'au jour où moi pour le coup c'est un film qui m'a fait changer d'avis, c'est Elephant de Gus Van Sant, où là pour le coup je sais pas trop ce qui s'est passé, mais je l'ai regardé sur une grande télé et c'est vraiment le côté mise en scène. En fait, quand t'as un film où l'image est belle, où les acteurs sont bons, ça m'a pas donné envie de faire du film. Mais là, voir la mise en scène de ce film-là qui est assez spécial, toi, je sais pas si t'as vu Elephant. Oui, si, c'est un peu immersif, c'est ça, non? Ouais, parce qu'en vrai, du coup, tu suis les personnages un peu qui sont souvent de dos, qui marchent beaucoup. C'est assez lent, contemplatif, comme t'aimes bien, avec des longs plans séquences, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça m'a fait un truc, je sais pas pourquoi. Et à la fin, j'ai vraiment fini le film. Je me suis dit, il faut que j'achète une caméra et il faut que j'essaie de filmer des trucs pour essayer de reproduire un peu ces effets de mise en scène qui arrivent à te faire rater des trucs ou je sais pas quoi, tu vois. Et du coup, il y a eu ce truc-là C'est quoi la sensation que t'aimerais reproduire? C'est vraiment ce truc d'être plongé dans. Je sais pas, ouais, c'est peut-être ça. Parce que, en fait, c'est le fait qu'il se passe pas grand-chose, mais que tu ressens plein de trucs. Non, mais c'est une atmosphère hyper pesante. De fou. Alors qu'en vrai, avant que. Enfin, je sais même pas si je savais que ça parlait de Columbine. Et je crois qu'il y a, genre, je sais pas, 45 minutes où il se passe. Enfin, tu suis juste des mecs dans leur lycée, quoi. Et avant que ça commence à partir en couille, je crois même qu'il y a peut-être 1 heure, tu vois. Et donc, je sais pas en fait ce qui s'est passé, mais c'est vraiment le concept de réussir à faire ça avec une caméra qui m'a un peu passionné. Et d'ailleurs, j'ai re-eu ça avec Madré bien plus tard, où pareil. La mise en scène de ce film-là, elle m'a court-circuité le cerveau. Et c'est peut-être en fait le fait que ce soit aussi des plans séquences un peu longs, etc. Donc je sais pas trop très si grand c'est... angle et tout. Ouais, très immersif. Qui est un film dans lequel a joué Jules, du coup, pour le contexte. Ah, je sais pas que tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu récemment, parce que je me rappelle, la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais dit que je l'avais pas vu. Alors je savais que c'était très bien, parce que justement, en fait, on m'en parlait souvent. Il faut que je le regarde un jour, parce qu'on m'avait dit que c'était un des meilleurs films de 2020 ou je sais plus quoi. Mais du coup, je l'ai rattrapé assez récemment. Et vraiment, genre, en fait, je pense que j'ai un truc avec ce style de mise en scène-là. De plans séquences, etc., que je suis pas capable de reproduire moi avec une caméra, malheureusement, parce que déjà j'ai même pas de stabilisateur. Donc quand je bouge avec une caméra, c'est immonde. Mais je pense que un jour, c'est ce genre de truc que j'aimerais faire. Et du coup, moi, j'ai jamais voulu du coup être acteur, même si du coup, je viens de me rappeler que j'ai joué dans un film où je jouais en brésilien qui était chercheur dans l'Amazonie, un truc. Faut que je retrouve ce DVD. Rien que ça. Est-ce que tu as vu le film L'Arbre aux papillons d'or, qui a eu la caméra d'or à Cannes? Non, je me rappelle qu'on avait été invité. Il était allé tout seul à une projection presse, ouais, je crois. Non, je pense pas que je l'ai vu en projection presse, parce que je l'ai vu avec mon ex de l'époque. Aïe. Mais je crois qu'on avait été invité pour ça, je me rappelle. Parce que ça pourrait te plaire, parce que c'est vachement ça, tu vois, c'est vachement jouer avec l'espace, avec des longs plans séquences, et tu vois, je révèle une partie du récit, en fait, qui était en périphérie de mon cadre, et c'est vraiment ultra réussi, et le film est fantastique. Du coup, je crois que ça marche en moi. Mais du coup, en fait, j'ai eu ce truc-là, du coup, avec Elephant, mais j'ai pas acheté de caméra, parce que ça coûtait 1200 balles. Et puis en vrai, souvent, moi je suis un peu obsessionnel, j'ai tant des passions, tous les 6 mois je change de passion. C'est passé assez vite. Et j'ai rejoint une asso de cinéma dans mon école, où j'ai rencontré d'ailleurs les mecs de Typing qu'on a eu dans le dernier podcast. Et où du coup, moi je les rejoignais parce que j'étais un peu le mec, je faisais déjà des podcasts, etc. sur le cinéma, du coup je me la pétais un peu, je suis arrivé en mode moi je connais le cinéma et tout. Et il y avait des gens en fait qui réalisaient des films là-dedans. Parce que c'est une école d'ingé, donc pas du tout cinéma, mais il y a des gens qui aiment le cinéma et qui du coup tournaient des trucs un peu de leur côté. Et du coup on s'est tous retrouvés là, on a créé cet asso-là, et du coup on s'est lancé dans un délire de faire un film. Et du coup moi j'étais vraiment sur le tournage, je faisais, je crois le premier jour j'étais chef élègue, ensuite je faisais la fumée, ensuite j'étais régisseur, enfin ça bougeait tout le temps, tu vois. Et c'était trop cool parce que du coup j'étais pour la première fois sur un vrai tournage, ça reste un mini tournage, on était je sais pas 15, 20, un truc comme ça. Il y a des gens qui foutaient rien, mais c'était vraiment pour le plaisir de tourner un truc. Mais il y avait du vrai matos, on avait loué du matos, il y avait des vraies caméras, et il y avait surtout 2 personnes qui du coup avaient déjà réalisé et qui du coup savaient réaliser. Et je sais pas, là pour le coup j'ai trop kiffé être sur un tournage, c'était absolument génial. Et après ça, du coup j'ai commencé à vouloir les faire moi-même. Donc là j'ai acheté ma caméra, je me suis trop le cul. J'ai acheté un truc, je crois, 1400, 1600 balles, un truc comme ça, caméra plus objectif. Et donc là j'ai commencé à faire des courts-métrages de merde. Mais là pour le coup c'était vraiment marrant parce que du coup j'ai fait avec les gars que j'ai rencontrés donc à l'assaut, les mecs de Typing, on a commencé donc à tourner des trucs, comme je disais, on avait fait une parodie une vidéo du Studio Bagel, on essayait de tourner des trucs, on se débrouillait comme on pouvait, on a fait des festivals, etc. Et du coup on a réalisé je crois
3, 4, 5 courts-métrages, comme ça. Et là, le dernier qu'on a fait, vraiment beaucoup plus de budget, on va dire. On était pas à 2000 balles de budget, et pour nous, c'était énorme. Tu vois, on a pu louer des trucs trop cool et tout. On a pu tourner dehors, on s'est vraiment amusé. Et vraiment, être sur un tournage, j'adore. Et je sais pas du coup si un jour dans ma vie j'aurai la chance de travailler dans le ciné parce que je suis pas parti sur cette voie-là. Mais être sur un tournage, même si c'est juste pour faire des cafés, je trouve ça trop bien. En fait, je trouve que l'ambiance d'un tournage, Le c'est mood, génial. ouais, Et j'ai l'impression que même si t'es pas réalisateur, quand le film il sort, bah, c'est ton film aussi, tu vois. Et genre quand Mais je je regarde des sais pas, bien films qu'on a fait, je me rappelle de ce qu'il y a derrière et tout. Et c'est vraiment, il y a un truc que j'adore et j'aimerais faire ça toute ma vie. J'espère que même à côté de mon vrai taf, parce que je sais qu'il y a un vrai taf ici. J'espère que je pourrais Enfoiré. garder ce côté un peu tournage, tu vois, et juste m'amuser avec mes potes, même si ce sera jamais des bons courts-métrages, ce sera des courts-métrages marrants. Tout. C'est important, c'est ça qui est bien. Et Je crois pense c'est que trop bien. tu commences un peu nécessairement par. Enfin, quand tu fais de la réal, par faire des projets ultra pourraves, non? T'es obligé, je pense. Je pense Ouais. aussi. Tu peux Après, pas moi, un c'est jour te vraiment grave. réveiller et faire La La Land, tu vois. Tu peux faire Ouais. peut-être Moonlight, mais La La Land, je pense que Ça c'est commence. compliqué quand même. Moi, j'aimerais bien être sur un plateau de tournage, aller sur un plateau de tournage. Mais je sais pas. Vous voulez pas m'inviter Bah, En venez plateau en novembre. C'est vrai? Oui. Est-ce que c'est possible? Ben oui, Qu'est-ce que tu fais en novembre? C'est un je nouveau- réale mon premier Ah, court-métrage. c'est vrai? Ah, pour le Nikon. Trop bien. Là, j'ai vu les Ah stories. oui, j'ai vu tes stories, c'est toi qui râles. Ouais, Trop cool. ouais. Ah, Mais trop t'as pas parlé de ton envie de faire de la réal. Bah ouais, après, j'ai jamais été en mode je veux être. Enfin, j'ai jamais été vraiment en mode je veux être réalisatrice. C'est juste, bah, comme tu as dit, en fait, moi, j'étais partie sur le fait d'être monteuse. Mm. Je suis toujours monteuse. Mais j'ai découvert en étant comédienne la joie du plateau et le sentiment incomparable que tu as quand tu es sur un plateau de tournage. Et je me suis dit, je ne pourrais jamais n'être que dans ma cave de montage parce que j'aime trop le plateau pour ça. Et souvent, on me demande qu'est-ce que je préfère, mais en fait, j'aime les deux. Juste, je ne pourrais pas faire que du montage. Et je pense que je pourrais pas faire que du plateau en même temps. J'aime Ouais. faire les deux. Et du coup, ça m'est un peu apparu comme ça. J'ai réalisé quand j'étais plus jeune, du coup, comme je vous ai dit, avec mes potes, des trucs où tout c'était pour le montage. Mais juste, genre, c'était des soirées que je filmais, mais en mode. Je leur disais, vas-y, faites ci, faites ça. Je faisais vraiment des vrais montages, des soirées, des anniversaires. J'ai fait, pendant le Covid, j'ai fait un court-métrage sur le confinement à la campagne, genre sur 2 personnes qui s'en vont de chez eux, qui, genre, cochent la case motif familial impérieux et pour sortir pendant le Covid, et qui sortent et qui se retrouvent dans un parc, et le parc de ma ville à la campagne, il y avait personne qui tondait la pelouse à ce moment-là, et du coup c'était hyper haut les herbes. En fait, nous on allait dans ce parc, on allait au milieu des herbes et on faisait des pique-niques au milieu des herbes, et on se retrouvait pas au milieu, quoi. Et du coup j'ai fait un truc sur ça où genre tout le monde Trop se bien. barre de chez lui pour se retrouver. Et du coup j'étais toujours en mode, j'ai toujours écrit, mais même des trucs à côté, parce que moi, j'aime l'art de toute façon. Enfin, j'aime la peinture. J'ai fait 8 ans d'histoire de l'art. Enfin, Ah ouais? Ouais. Genre Stylé. vraiment big fan des tableaux, les musées, j'adore ça. Et écrire aussi, peindre. Enfin, j'aime toucher à tout. Et j'ai continué à écrire et tout. Et un jour, je me suis dit, j'ai jamais terminé aucun projet. Parce qu'à chaque fois, j'étais en mode, c'est pas assez bien pour être terminé. Et là, j'avais une idée qui me trottait en tête. Et cette année, le thème du Nikon tombait parfaitement avec mon idée. Et je me suis dit, c'est l'occasion de terminer un truc, C'est quoi le thème du Nikon? la beauté. Ah, stylé. Et du coup, bah, là, genre 2 semaines après que... Genre vraiment, 1 semaine, j'avais fini mon script et j'étais en mode, c'est parti. Trop bien. Et du coup, je me suis grave déterre et ça va être trop cool. Et en vrai, je me dis, ça me fait pas tant peur que ça. Enfin, c'est la première fois que je réalise vraiment. Mais grâce à Demande d'appartient et à d'autres trucs, j'ai énormément... Enfin, du coup, j'ai pu voir le plateau dans toutes circonstances, tu vois. Ouais, c'est trop bien. Parce que quand même, ça m'a fait énormément tourner. Enfin, j'ai eu plus d'100 de jours de tournage, je pense, en tout. Donc, au fur et à mesure, tu t'habitues à être sur un plateau et tu vois ce qui se passe. Et du coup, bah, ça m'a donné trop envie, genre, de réal. Et là, je me sentais prête, genre, de faire ce petit court-métrage. Trop bien. Et Putain, c'est déjà beaucoup d'organisation pour un Je petit dis truc. On aura 2 lauréats du Nikon, peut-être. Ça, Tu c'est refais beau. un truc, Jules? Non, c'est bon. J'ai refait parce que je l'ai eu il y a 2 ans. J'ai refait l'année dernière, Ouais. mais c'était pas pour moi. Du coup, c'était Anaëlle qui jouait du coup dans l'abribus. Elle voulait réaliser pour. Pareil, elle voulait faire son premier film. Enfin, elle avait adoré l'expérience qu'on a fait. On a été à Cannes et tout, c'était trop bien. Et du coup, elle était en mode, vas-y, je veux faire mon premier film. Parce que du coup, elle l'avait jamais fait. Du coup, on l'a fait ensemble. Ok. On l'a coécrit et co-réalisé. Ok, ouais. Maintenant, tout le fond vient d'elle. C'est un film très personnel pour elle. Mm. Donc, c'était vraiment son film, tu vois. Ouais. Même si techniquement, on était ensemble. Et du coup, on a encore été dans les 50. C'était cool.
Ok, Mais, c'est trop bien. et j'étais en mode là, c'est bon, en vrai. Ouais. Là, je finis un cours en ce moment un plus gros et tout. Et là, je suis en mode. Je vais essayer de faire des petits projets. Je taffe sur mon long aussi depuis Oh, trop un bien. an, Ouais. un peu plus d'1 an. Ça prend Nice. tellement de temps, Ah ça ouais. prend tellement de machin, les trucs et tout. Du coup, ça va prendre encore 6 piges, je pense. Mais en tout cas, je suis dessus depuis 1 an. Mais je trouve les Nikon, c'est trop cool pour aboutir à un premier projet. Parce que du coup, ça De te donne ouf. une échéance, ça te donne un cadre. De Enfin, fou. parce que je trouve le plus dur, c'est quand tu te lances à écrire, c'est un gouffre, quoi. Mm. Où est-ce que tu vas le mettre? Combien de temps ça dure? Qu'est-ce que t'en... Enfin, Ouais. Après, moi, ça fait 2 ans que j'écris des trucs pour Nikon et je n'en fais jamais rien parce que. mais justement, Chaque fois, je me dis, tu devrais te flemme. lancer. Mais genre. ouais, il faut se. Ouais, faut être en Ouais, mode. mais c'est dur, tu C'est un vois. truc- Franchement, même ça- si c'est pas parfait. Enfin, moi, ce que je me Mm. suis dit, c'est que genre, mon scénario était vraiment genre, je l'ai relu. J'étais en mode, nique. Et genre, je l'ai envoyé à des gens en mode, est-ce que t'es chaud, tu veux jouer dans mon truc? Mm. Et je savais que c'était pas parfait, j'avais rien préparé derrière. Ouais. Et c'est quand on a commencé à me répondre et tout, et que j'étais en mode, ok, ça devient concret, que là, j'ai pu perfectionner un peu le truc. Et là, je suis dans le moment où du coup, on fait la pré-prod du truc et je me penche sur les trucs que j'avais pas imaginé au début. Mm. Mais rien que genre vraiment terminer mon script, être en mode, franchement, juste l'envoyer à des gens, au moins Ouais, c'est j'étais en déjà un mode, truc énorme. au moins ça existe, tu vois. Ouais, de fou. Et parce que si je l'avais pas fait exister comme ça, je pense que je l'aurais jamais fait, tu vois. Et surtout, vu que c'est un format qui est très court, où du coup. Donc, normalement, bon, maintenant, t'as toujours des zinzins qui mettent des 30 000 balles en Nikon, je vais pas en parler. Mais vu que c'est court, c'est des trucs où t'as pas besoin de forcément beaucoup d'argent ou qui vont demander. Bon, évidemment, ça donne toujours du temps et de l'énergie, mais moins que des gros projets de 15 minutes qui vont te prendre 1 an. Du coup, c'est un truc où tu peux vraiment expérimenter et vraiment essayer des trucs. Et ouais, comme tu dis, Roman, genre finir un projet avec une deadline, un truc où Ouais, t'as la pas le choix. deadline, c'est Et le fait que t'as tellement pas le choix, important. genre à chaque fois tu l'envoies au dernier moment, t'as l'impression de pas avoir fini, mais t'es en mode au moins je l'ai rendu, au Et moins ça c'est je l'ai fait. Et genre Ouais. ton film est fini. Enfin, il y a un truc où vraiment, c'est genre après, ton icône, il est fait, quoi. Il existe. Ouais, il existe. T'as fait un film qui existe. Et c'est bon, il existe. Genre, t'as fait ton premier film, voilà. Quoi. Bah, moi, cette année, j'ai fait un festival de 50 heures. Où, genre, en gros, t'arrives, tu t'assois dans l'amphithéâtre, ils te donnent un thème et t'es bloqué dans l'endroit, ils te nourrissent, ils te logent, etc. Et t'as 50 heures pour faire un film. Tu viens avec ton matos, tu viens avec tes potes. C'est trop Et bien. à la fin, t'es obligé d'avoir rendu un truc. Et là, pour le coup, tu commences à écrire, tu sais que t'es obligé de finir d'écrire dans la journée, t'as pas le temps de réfléchir et tu peux pas abandonner le projet. Donc là, pour le coup, ça c'était vraiment trop bien. Donc, je pense que c'est c'est peut-être génial, encore ça. l'étape un peu en dessous du Nikon, tu vois. Mm. Tu fais ça t'oblige, après tu fais le Nikon. Et après... T'as le 48 heures. Ouais, les 48 heures, 48 heures aussi qui est assez connu et qui est pas mal, je crois. Ouais. Mais ouais, de plus en plus, j'ai l'impression. Ben, je sais qu'en école, enfin au BTS, tous mes potes avaient fait des 48 heures. Et ça, c'était cool. C'est Parce trop que fun, du en coup, plus. tu te Tu passes juste un retrouvais. week-end avec Ouais, tes c'est potes ça, et- tout le monde se C'est retrouvait. marrant, Tu ouais. bossais tout le week-end, nuit blanche. Puis à la fin, vous aviez fait un truc, quoi. Et c'est trop De gratifiant fou. d'avoir fini un truc pour l'expérience et pour le produit fini. Même si ça sera jamais parfait, de toute façon. Il faut même se dire que sur un projet où tu auras tout le temps du monde, ce sera jamais parfait, surtout pour un premier projet, genre. Ouais. Moi, ce qui me bloque, c'est que je suis en mode, je connais pas de gens pour travailler avec moi. Genre, je suis en Ouais. mode, j'ai pas d'équipe, enfin, j'ai pas d'ingé, j'ai pas de monteur ou des trucs comme ça. Du coup, je suis en mode, je vais écrire un truc, mais je sais pas comment le concrétiser. Il y a un site trop bien qui s'appelle ouais. cinas.org Ok. où tu postes ton annonce. C'est n'importe qui, tu t'as juste à t'inscrire. C'est une newsletter que tu reçois tous les 3 jours. Ok. Et en gros, tu regardes. Alors, ça peut être en tant qu'acteur. Tu vois, genre par exemple, quand tu veux jouer dans des trucs. Moi, c'est ce que je dis souvent quand il y a des gens qui me demandent en mode ouais, du coup, comment tu commencerais aujourd'hui. Je suis en mode. J'irai pas chercher des castings sur internet, tout c'est trop compliqué. C'est vraiment prendre l'expérience, faire une bande démo et tout. Et pour ça, tu vas sur cinas.org, tu trouves des petits courts-métrages. Bon, c'est pas rémunéré et tout, mais au moins tu te fais la main. Et t'as aussi les annonces du coup pour les techniciens. Où bah, t'envoies ton projet. Si tu peux pas rémunérer, bah, tu mets que c'est pas rémunéré. Ça sera des gens en école et tout qui veulent prendre la main, qui auront peut-être un peu de matos, un peu de trucs. Ils seront en mode vas-y, on t'accompagne. Et après, évidemment, trouver les bonnes personnes, les bons trucs. Mais tu fais ça quelques fois et au bout d'un moment, tu commences déjà à avoir une petite team avec des gens que tu connais. Quoi. Ah, mais c'est trop cool parce qu'effectivement, moi j'avais ce blocage de si je travaille avec des gens que je connais pas, je dois les rémunérer, tu vois. Non, si bah, mes potes, ça va, non, pas mais- forcément. Après, du coup, c'est pas des pros, tu vois, Ouais. mais c'est un peu donnant-donnant. Toi, Ouais, tu ouais, veux de leur fou. avoir de l'expérience et eux, du coup, ils vont t'aider à faire un Bah, projet. en vrai, tu peux c'est être trop bon à surpris savoir. parce qu'il y a des gens qui commencent déjà à être pros et à bosser, qui aussi veulent étendre leur portfolio. Et du coup, tu as des gens qui ont déjà fait des trucs de fou, qui parfois continuent à faire des trucs bénévoles, mais parce que c'est aussi bénéfique pour eux. Ouais, je vois. Tu vois, genre là, je sais que pour mon cours, ma chef-op, c'est une chef-op, enfin, c'est une meuf qui a fait des trucs de ouf en images. Et juste, elle commence son activité en tant que chef-op. Avant, elle était assistante. Et genre, elle veut prendre de l'expérience. Et mon projet, il lui a parlé parce que c'était une esthétique dont elle n'avait pas l'habitude. Elle n'a jamais fait ce genre de projet dans son portfolio et tout. Et du coup, elle était en mode, mais en vrai, je suis grave chaud, tu vois. Du coup, en Ok. vrai, sur un malentendu, si ça intéresse d'autres gens pour eux aussi, moi, je trouve que dans ce genre de tournage, c'est vrai que quand c'est pas rémunéré, il doit y avoir un truc où tout le monde doit en avoir pour lui, tu vois. L'acteur, il doit avoir quand même des images à mettre dans sa bande démo. Ouais. La chef-op, pareil pour son show réel. Toi, pareil. Enfin, il
il y a quand même un truc où du coup c'est d'autant plus collectif. C'est moins genre je te paye à faire ton taf, tu vois. Ouais, C'est ouais. plus on crée un truc ensemble et tout. C'est Du vrai coup, que je trouve hyper que cool. ce genre de projet, c'est trop cool parce que du coup, Ouais. en petite équipe, un petit budget, vous bossez beaucoup plus ensemble, forcément. Et potentiellement, ils ont le matos aussi, non? Parce que moi, ce qui me freine souvent, c'est de devoir acheter, enfin, payer, louer du son Ah, sinon, La tu petite, loues. dans la hein. journée. la je me dis, petite putain. technique, c'est que si tu trouves sur Synas.org et t'en as pas mal de gens qui sont en école, souvent les écoles, Ah oui, elles ils ont un peuvent local louer. matos. Ouais. Ah ouais. J'ai encore là je connais encore des potes et tout qui sont vraiment pros, tu vois, qui font des trucs et tout. Et ouais, des fois dans l'équipe, ils prennent un petit mec assistant élec Putain, et c'est tout, pas con, ça. et ils vont taper dans le matos de Oh Ouais. là là, je devrais pas dire ça. Mais bref, Coupé. j'irai pas de nom. Ce sera Je dirais bipé. j'irai pas de nom, mais bref. Bah, faut bien avoir des avantages. Bah ouais, Quand c'est tu ça. payes une Voilà, école, c'est la moindre des voilà. choses. Oui, non, si, je voulais ajouter un truc. En fait, ce qui est cool, c'est qu'avec tous vos récits, je trouve qu'on participe à démystifier le fait que le cinéma, c'est pas nécessairement une vocation. Genre, c'est pas nécessairement un truc où tu sais, à partir de 6 ans, que tu veux faire de la réal, etc. Tu vois, genre, toi, Roman, c'est. Je me rends compte, en fait, au fur et à mesure d'expérience, que je toucherais bien à ça aussi. Ouais. Et j'essaye, et ça me fait kiffer. Et enfin, potentiellement, parce que je n'ai pas encore commencé. Bah, je je crois. trouve que du coup, ça a aussi démystifié le fait de. Tu sais, on voit beaucoup d'acteurs, et en vrai, c'est super pour eux, mais qui du coup sont en mode mon premier rôle, ça les a rendus célèbres, et genre. Et voilà, et j'avais 7 ans, et depuis, ils sont devenus célèbres, et ils Ouais, sont ça restés roule. célèbres toute leur vie, tu vois. Mm. Il y a un truc où, en vrai, le parcours classique de gens, c'est quand même souvent ça. Il y a des gens qui, depuis petits, savent qu'ils veulent faire du ciné, mais il y en a aussi beaucoup qui. Il y en a qui arrivent sur le tard, quoi. Ouais, et qui, genre, en faisant des tournages, ont été en mode ok, trop bien. Ils ont connu une personne sur un tournage qui les a rappelés sur un autre tournage, et puis après, c'est parti, quoi. C'est vraiment un milieu de rencontre. Peu importe le poste que tu fais, Ah que ce ouais. soit acteur, régie, réal, prod, c'est que des rencontres. C'est que les gens qui t'as bien entendu, ils vont te rappeler et tout. Ouais. Donc ouais, en vrai, si vous voulez faire du ciné, juste rencontrer des gens, trouver des C'est gens. pas si simple. Mais... Et justement, Ouais. Cinéasport, tu vois, tu veux faire un petit projet, tu peux trouver deux Ouais, personnes. même d'avoir Ah oui, bah tu sais, après, de la chat, il il faut faut le parler avec les gens. il faut, donc, c'est comme, tu vois, tu disais, t'écrivais des trucs, mais tu les as jamais fait. C'est qu'il faut avoir juste le petit Ouais. déclic, un peu comme quand t'es sur un plongeoir, quand t'es petit et que tu dois sauter dans la Ouais. piscine, et que t'es en mode j'y vais, j'y vais. Et c'est le moment où tu débranches le cerveau, t'es en mode bah, vas-y, j'y vais, tu sautes. Ouais. Bah là, c'est pas compliqué, faut juste envoyer. Et je capte que c'est hyper dur. Mais juste, tu fais ça et t'es en mode bah, de toute façon, une fois que c'est parti, il y a d'autres gens dessus, c'est plus que de moi. Et ça, t'as pas le choix du coup après. Ça, c'est cool. c'est beau. Est-ce Je que vous propose de passer à la chronique, sinon ça fait très long. Ok. Tu veux que je te lance ou tu veux te lancer tout seul? J'essaye de me lancer, vas-y. Chronique de Yuna. Quel lancement magnifique. Très bien, les amis, pour cette chronique, nous allons parler de direction d'acteur, ou plutôt de non-direction d'acteur, et particulièrement chez Godard. Je sais pas si Heureusement que je leur ai dit qu'on n'avait pas trop parlé du métier d'acteur, etc. C'est vrai, au final, on fait que ça. Mais c'est trop intéressant, c'est trop cool. Franchement, moi, ça me fait kiffer. J'espère que t'écoute. vous aussi. Bien sûr. Donc, de non-direction d'acteur chez Godard, ce qui tombe bien parce que hier, j'ai vu L'Horrible à bout de souffle, qu'il a vu ici. Moi, Ça vous a plu? Moi, j'aime pas. T'aimes pas? Mais j'aime pas, mais je respecte beaucoup. Je célèbre pas par respect. moi, ça va. Ça va. En fait, je fais cette chronique parce que moi, j'ai un intérêt, je dirais, tout particulier pour le jeu qui n'est pas spécialement réaliste. J'aime bien, en fait... Enfin, même si je trouve ça très impressionnant et que, bah, comme je vous ai dit, pour avoir fait du théâtre, je réalise à quel point c'est compliqué d'être juste. Mais je crois que ce que j'aime, en fait, dans le jeu, c'est plutôt quand le comédien me donne un peu à voir toute l'étendue de son âme, entre guillemets, artistique, mais pas que. Même en tant que juste personne, entre guillemets, quand j'arrive à voir, en fait, dans le jeu qui est la personne qui interprète ou qui joue. Et du coup, ce que je partage, il me semble, avec Godard, c'est cette idée du refus de l'interprétation. Alors, le refus, c'est un mot très fort, que j'emprunte à Godard, donc qui bien évidemment a des positions très tranchées. Moi, c'est pas mon cas, je suis pas dans le refus non plus, mais c'est que j'ai un intérêt un peu plus particulier pour ce qui ne relève pas de l'interprétation. Mais du coup, on en a un petit peu parlé au début de ce podcast. Et alors, je crois que c'est pourtant comme ça qu'on interprète, enfin, qu'on attend, enfin, c'est un peu plus qu'on attend de vous sur un plateau de tournage, c'est que vous interprétiez, non? Y a pas un truc un peu de comprendre le personnage, se mettre à sa place, etc. C'est un travail avec le ou la réalisatrice, en vrai. Ça dépend. Mais Ok. oui, après, c'est trouver du coup le bon ton Ouais. ensemble. Parce qu'en fait, il y a une quote de Antonioni, du coup, qui partage pareil cette position un peu anti-interprétation, qui dit, je cite, « L'acteur de cinéma ne doit pas comprendre, il doit être. On pourrait objecter que pour être, il lui faut comprendre. Ce n'est pas vrai. Ses réflexions sur son personnage finissent par entraver son travail et lui ôtent son naturel. L'acteur de cinéma doit arriver au tournage dans un état de virginité. Plus son effort aura un caractère intuitif, plus le résultat sera spontané. Bah, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. » Ouais. Parce que du coup, en fait, moi, j'ai toujours imaginé que les acteurs, genre, ils s'entraînaient un peu chez eux, etc. Est-ce que vous faites ça? Ouais. Ouais. Ouais, quand Bah, même. genre. tu lis ton texte et tu essayes un peu de te mettre dedans. Et même, Ouais. même quand t'as des rôles et tout, c'est quand même de les bosser, de voir un peu ce que tu peux amener et tout. Mais
enfin, comme disait Roman, souvent c'est même en fait sur le tournage avec le réal et tout. Donc évidemment, t'as plusieurs prises, donc c'est pas très grave, tu peux l'avoir, il va te guider. Et petit à petit, ça va être de plus en plus simple, mais souvent en fin de tournage, t'as beaucoup plus de personnages qu'au début. Oui, bah, parce qu'il y a un truc, ce qui est le plus dur en vrai comme exercice, c'est le casting, parce que t'as pas le réel directement pour savoir ce qu'il veut, parce qu'en fait, même si tu l'as préparé d'une façon, ça se trouve, ils veulent pas du tout ça. Ouais, je vois. Du coup, je pense qu'en vrai, ce qu'ils aiment voir au casting, c'est comment toi t'es, et surtout comment est-ce que tu réagis à ce qu'on te dit. Parce que si tu restes sur la même idée de ton personnage, c'est pas ça qu'ils veulent voir. Enfin, je veux dire, si t'arrives et que du coup tu fais une proposition, qu'ils te disent, ils te disent ouais, vas-y, non, ajuste un peu ça, et que t'arrives pas à ajuster, que tu restes ton idée de base, ça prouve que du coup t'es pas trop flexible et que du coup ce sera dur à diriger derrière, tu vois. Ouais. Donc je pense que c'est un truc de flexibilité aussi, toi. Ok, je Genre, vois. tu peux préparer un truc, Ouais. mais tu peux t'attendre aussi à ce que ce soit pas ça du tout. Genre, vraiment, pas du tout. Ça vous est déjà arrivé? Ouais, bah moi un peu, du coup, avec le truc de casting dont je parlais, où c'était un truc où vraiment... En vrai, juste, c'était pas assez, quoi. Ouais, en vrai, ouais, pareil, ça peut... Je lève mon bras. Ça arrive, ouais, juste c'est pas ce que tu avais pensé, quoi. Mais c'est pas forcément grave, juste... C'est vrai que quand t'as vraiment bossé un gros texte et tout, t'arrives en mode ok, j'espère ça, là il est cool comme ça, je le sens bien. T'arrives dans ah, c'est pas du tout ça, par contre, t'es en mode ah, et en fait tu dois refaire à zéro, donc c'est pas très agréable. Mais Enfin, oui, du coup, t'es peut-être moins à l'aise, mais perso, enfin, moi j'ai toujours. Après, tu te dis, de toute façon, tu l'as préparé, du coup maintenant tu captes un peu comment le personnage est, et après tu travailles avec ce que t'as déjà bossé de base. De toute façon, le travail ce sera jamais. En ayant bossé sur un personnage, ça t'enlève jamais après la capacité de l'interpréter. C'est genre juste, bah voilà, tu l'as imaginé comme ça, mais... Ok. Donc vous êtes en désaccord Ouais, avec voilà. Antonioni plutôt. Nuancé. Le culot. nuancé. je tiens à nuancer, oui. Donc en tout cas, Godard, lui, faisait tout pour que ses acteurs ne soient pas en mesure d'interpréter, donc en ne fournissant pas de scénario ou à la dernière minute, en refusant de répondre à toutes les questions de ses acteurs sur leur personnage, etc., etc. Donc à la fois pour cette idée de naturel de la performance, mais aussi pour une idée que je trouve absolument intéressante, avec laquelle moi je me sens très alignée, c'est que l'acte de faire un film, c'est pas, en tout cas toujours selon Godard, l'exécution d'un programme précisément préétabli, mais plutôt un geste qui se construit de la réalité du tournage, enfin, à partir de la réalité du tournage et de la réalité des acteurs. Et moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que je trouve que c'est une approche qui est beaucoup plus brute, mais aussi beaucoup plus humaine. Et j'adore l'idée que le comédien soit un peu la matière première d'un film, que le film un peu parte de lui, ou qu'il insuffle son âme dans un film. Je trouve que ça ouvre beaucoup plus la porte à ce que moi je trouve être la beauté véritable, la beauté suprême, n'est-ce pas? C'est-à-dire que tout ce qui touche en fait à la spontanéité, au vrai, un peu au naïf, et en tout cas à minima qui relève du non-calcul, de l'imprévisible, etc. Je dirais que c'est structurant dans ma définition de ce qu'est l'art, ou en tout cas la compréhension que j'ai personnellement de l'art. Bien évidemment, je n'exclus pas de cette définition les comédiens qui interprètent. Encore une fois, je trouve ça très impressionnant pour plein d'autres raisons. Mais alors, la fin de ma chronique, c'était je me demandais ce que vous en pensez, vous, en tant que comédien, mais vous avez déjà un petit peu répondu, donc ça tombe complètement à l'eau, cette ouverture de fin. Mais non. Bah, moi, je tiens à dire que je trouve que, quand je regarde les films de Godard, j'ai pas l'impression que ça soit ça que je retrouve chez les acteurs de chez Godard, tu vois. J'ai l'impression que ça soit très spontané, j'ai l'impression que c'est toujours un peu trop surjoué. Genre Belmondo, moi chez Godard, Après, je pense qu'il faut prendre en compte l'époque. Enfin, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais en fait, en vrai, en 10 ans, il y a des façons de jouer qui évoluent à chaque fois, quoi. Moi, j'ai l'impression, tu vois, dans À bout de souffle, j'ai l'impression que... Enfin, je sais pas, moi après, je suis trop biaisée parce que j'ai vu Nouvelle Vague, donc j'ai vu un peu, entre guillemets, la reconstitution du making-of de Linklater, je sais pas si vous l'avez vu. Faut que je le voie, il a l'air cool. Il est chouette, ouais. Et donc peut-être que je suis un peu biaisée, mais j'ai l'impression que c'est des indications très vagues, et juste Belmondo, il est Belmondo, tu vois. Et il s'approprie un peu l'espace, et dans des petits gestes, tu vois, ou des petites mimiques, ou des choses comme ça, juste il l'est, tu vois. Et après, je suppose qu'il y a des indications sur le vif qui font que... Je crois que j'aime pas. Tu crois que t'aimes pas? Ouais, enfin moi vraiment ce style de jeu, ou alors j'aime pas J'aime Belmondo, bien. c'est un des deux, tu vois. Genre il y a un truc qui me fait pas rentrer, et j'ai eu ça pareil avec Pierrot le Fou, etc. Ça Ok. je sais pas, ça marche pas sur moi. Même Le Mépris, en fait, quand j'y pense, il y a aucun film de Godard où vraiment... Et dans la chinoise, pour le coup, je trouve qu'ils sont pas du tout spontanés, genre vraiment ils surjouent de malade. Et là j'aime bien parce qu'il y a le propos politique derrière, etc. Mais Ah ouais c'est pas le jeu, le jeu d'acteur dans la chinoise, c'est exagéré de fou, tu vois. Bah, même J'ai- dans les autres, je trouve genre le mépris, c'est... Ouais, je sais pas, J'ai moi l'impression j'aime qu'il se bien. contredit, le Godard, là, mais Non, mais je trouve qu'il y a un truc qui est très réel, tu vois, du coup, ou qui est très... je sais pas, tu vois... j'ai l'impression que c'est presque une fable. Genre, tu sais, j'ai un peu le même C'est un style peu que genre des caricatures. Wes Anderson, tu vois. Genre un peu... Ah ouais, Pas à mal ce joué, point mais... Après, tu parles peut-être plus dans la manière de faire le film, la manière de construire le truc, où tu sens que le film est peut-être plus pur là-dedans. C'est vrai, Pas forcément que dans le jeu, mais plus dans la manière de le construire et de reposer sur des trucs. Ça complet, ouais, parce que tu vois bien que c'est très déconstruit, justement. Mais oui. Ok, moi j'aime bien. Je trouve ça. Je trouve pas que, par exemple, chouette. il a aussi fait du documentaire. Je trouve pas que Belmondo, quand il joue dans ces films-là, j'ai pas vu ça. il a pas un style documentaire. Tu vois. Enfin, genre, Hmm. tu sens que t'es pas dans le réel, tu vois.
Je sais pas, moi, c'est ma sensation. Ouais, mais moi j'aime bien de sentir que t'es pas dans le réel, tu Mais vois. du coup, tu perds la spontanéité dont il parle. Ouais, mais du coup, peut-être que Je c'est capte. une histoire d'acteur, tu vois. Enfin, peut-être Ouais, que c'est c'est peut-être totalement Belmondo, Belmondo qui est comme ça, tu vois. Ouais, c'est Peut-être qu'il lui a absolument rien dit et que c'est juste l'acteur qui existe comme ça Je et pense, ouais. qui propose ça parce que c'est lui en tant qu'acteur qui est comme ça, tu vois. Dans ce cas-là, ça veut dire que Belmondo, il serait pareil dans tous ses rôles et je trouve ça. Mais ouais, c'est vrai que tu vois des vidéos INA des années 60, même 60-70, Oui. t'as l'impression que les gens ils jouent, genre. Ah, mais C'est oui, juste, ouais, c'est pas la c'est même ça, ouais. diction, c'est pas la même époque, c'est pas Ouais. pareil, quoi. Ouais, j'allais dire, tu vois, t'as l'impression que c'est pas le réel parce que justement, c'est tellement le réel et que les autres films cherchent à rendre plus naturel qu'il y a un décalage. Enfin, je pense qu'il y a peut-être un truc comme ça, tu vois. Possible. Je ne me sais suis pas. biaisé. Pour info, il faut qu'à 30, je parte en courant. Ok, Les du coup, 45. je propose qu'on skip peut-être les films des années 2020. Non, je sais on pas. en donne un chacun. On donne un chacun. Vous allez préparer combien 1, 2, 3, 4. J'en ai 3, mais. Moi, j'ai fait une liste de mes préférés, genre j'en ai 7-8, par contre, j'en ai un moins connu que je veux parler. Ok. Bah, vous faites comme vous voulez, on essaie de pas être trop long, en gros. Bah, je vous propose de commencer parce que nous, on aura peut-être l'occasion de parler de nos films plus tard. Donc, je sais pas. Je trouve que c'est plus intéressant d'avoir votre point de vue en l'occurrence. Sympa. Roman, Non, je te laisse commencer. j'ai commencé tout à l'heure. Déjà. Je comprends. Euh, Juste se lancer. ouais, non, mais vas-y, bah c'est parti. Le conseil qui respectent pas eux-mêmes. Film des années 2020, c'est vraiment depuis les années 2020 que je vais au cinéma, vraiment. Tout pareil. Donc, pour le coup, là, enfin, genre, je peux en parler vraiment bien. J'ai vu des films, j'en ai vu beaucoup. J'en ai beaucoup qui m'ont marqué, que j'ai bien aimé. C'est pas un de ceux-là dont je vais parler. Parce que, en fait, ceux qui m'ont beaucoup marqué, c'est des Je verrai toujours vos visages, des Monsters, Triangle of Sadness, des films assez Babylone, évidemment. Enfin, des films que tout le monde a vu et tout. On a cité il y a- deux que j'ai mis. Et bah voilà, tu vois. Il y a un film qui est sorti l'année dernière que j'ai vu en ne sachant pas ce que c'était. C'est quelqu'un qui m'a emmené le voir. J'avais un peu la flemme. J'étais en mode, bon, ok, vas-y, je vais suivre. Toujours bien de voir un film, j'ai aucune info dessus. C'est grand tour. Jamais, Jamais de la vie, c'est grand tout. j'aurais jamais été voir ce film, j'en aurais jamais entendu parler. Je pense qu'il est un peu passé inaperçu. C'est The Sweet East. Je sais pas si vous l'avez vu. Ça me dit rien J'ai du vu tout. tous les films. Il a vu tous les films. Ok. Bah, en gros, The Sweet East. Je déteste. Et ben avec grand Ouais. plaisir, mec, enfoiré. Et c'est un film où du coup je m'attendais à rien, je savais pas du tout de quoi ça allait parler. Et donc on suit la trajectoire d'une jeune femme qui va un peu, pour le dire un peu vulgairement, partir en couille, excusez-moi, mais qui va partir un peu, qui va partir de chez elle et qui va un peu fuguer vers l'est. Et elle va être embarquée dans une sorte d'aventure un peu onirique avec des personnages vraiment chelous, des fois malsains. Puis elle va se retrouver sur un plateau de tournage avec Jacob Elordi où ça va partir en couille. Puis dans une sorte de secte bizarre. Enfin bref, elle va partir dans un truc, vraiment un voyage complètement un peu rêvé, onirique. Et moi, c'est carrément le genre de film que j'aime et même que j'ai envie de faire. C'est ces films-là où tu perds pied en fait. Tu pars sur une histoire à peu près sur des bonnes bases. Et en fait, tu te laisses porter par quelque chose qui va te faire avoir des sensations, qui reste toujours, qui a quand même un fond, qui parle de certaines choses derrière. Il y a plein de sujets qui sont abordés dans ce film, mais où tu as un truc où tu pas de limite. J'adore quand les réels se mettent pas de limite, où si tu veux exploser le crâne de la moitié de tes personnages, bah tu le fais. Mais, contrairement à un film sorti récemment, c'est logique. Bref. Et du coup, ouais, je voulais parler de ce film parce que personne n'en a jamais parlé, et moi je m'étais pris une belle claque. C'est pas un des que j'ai préférés, mais j'ai vraiment passé un super moment et je trouvais bien de le défendre. Bah, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu dans le oui, style c'est Boy the Fred, je trouve, dans le voyage, qui au début part sur des bases un peu classiques et qui part un peu dans presque l'absurde, tu vois. Où du coup, sauf que là, c'est une femme, et du coup, les thématiques sont différentes de celles abordées dans Boy the Fred. Ok. Mais moi, je me rappelle de pas grand chose, mais je me rappelle que j'avais détesté, genre viscéralement, le film. Cool. Les au début, tu sais, j'aime bien quand ça commence à partir en couille. Et en vrai, je me rappelle pas beaucoup du film, mais je viens de retomber. Je suis allé chercher du coup le tweet que j'avais fait. Et j'avais écrit: tu prends les mauvais côtés de Sean Baker, Voltaire, Porfings et Éric Zemmour, tu secoues énergiquement et t'obtiens The Sweet East. Donc Oh, waouh. Bah, j'avais vu les critiques que certains parlaient du coup de ce que racontait le film d'un mauvais côté, mais moi je l'avais complètement parce que pareil, je l'ai vu c'était il y a un an, tu vois, je me rappelle pas exactement, mais je sais que justement j'avais complètement eu l'autre côté de ces ressentis là, et justement j'ai trouvé ça, et j'entends aussi toutes les critiques qu'il y a eu, j'étais en mode ah ouais, ok, vu comme ça, ouais, je comprends, ça peut être problématique, mais moi j'ai pas l'impression que c'était ça que voulait dire le réel, tu vois. Et pour le coup, en vrai, le film a pas mal divisé parce que je vois qu'il y a quelques mauvaises notes, mais il y a aussi beaucoup de très bonnes notes. Donc c'est un peu ce genre de film où Ouais. soit t'as T'aimes aimé, ou soit t'as t'aimes adoré. pas, Tu vois. quoi. Et en même temps, c'est vrai que c'est tellement spécial que pour le coup, c'est vrai que c'est une expérience que même si j'ai pas du tout aimé, je conseille parce que c'est des films donc un peu comme Boy the Fred, un peu vraiment chelou où c'est impossible de vous expliquer vraiment C'est une les expérience. sensations. Faut le voir pour comprendre un peu le délire, quoi. Ok, moi ça me chauffe. Bah, Et c'est validé. très ambiance Sundance, parce que du coup, c'est un film américain, je crois.
très Ouais. donc filmé un peu à la Sundance, tout. Donc en vrai, c'est intéressant. Les acteurs, je me rappelle qu'ils jouent super bien. Ils sont super. Mais c'est vraiment le propos et l'intrigue qui m'a. Bah, t'as le mec qui joue dans Red Rocket. Il y a Simon Rex. Ouais, Simon Reeves, parce que j'ai pas vu dans beaucoup de films lui, mais Ouais. je l'avais vu la première fois dans The Sweetest. J'ai vu Red Rocket après, et putain, il est fou. Mais- Voilà, Roman. Ben, moi, je sais pas, je trouve ça dur parce que ça fait que 2 ans que j'habite à Paris. Et du coup, ça fait vraiment que 2 ans que je vais au cinéma tout le temps. Mm. Merci avec la carte UGC. Non, mais c'est vrai parce qu'avant, j'y allais. Enfin, même si j'étais quand même. Que je commençais à bosser dans le cinéma, j'y allais pas au cinéma. Ou alors je les voyais vraiment avec beaucoup de retard. Et ça fait 2 ans que je suis allée au Festival de Cannes aussi. Ça m'a ouvert aussi une autre perspective de voir en avance des films qui allaient sortir toute l'année. Et du coup, d'avoir un truc un peu critique, privilégié de les voir au début. Je trouve que ça donne une autre perspective aussi au film. Tu te permets d'être grande critique de films qui sont à Parce Cannes. qu'à Cannes, ce qui est bien, c'est que vu que personne n'a vu le film Oui. avant, tu peux dire ce que tu veux C'est sur le ça. film et t'as pas l'effet de voir un Ouais. classique et de pas aimer. Et du coup, tu sais pas trop si tu peux parler Et en ou fait, pas, etc. personne. Enfin, moi, j'adore aller au cinéma sans avoir vu le trailer, sans avoir vu aucune info. Du coup, à Cannes, je trouvais que c'était parfait parce que si tu y vas sans avoir aucune info, parfois c'est des bonnes surprises, parfois pas du tout. C'est pour ça que Sirat a beaucoup marché à Cannes et qu'il a déçu plein de gens à Ouais. la sortie. Et justement, souvent, je suis allée voir des films où, les films où tout le monde les hype ou alors au contraire où tout le monde les défonce. Tu vas les voir et tu ressens ni la hype ou alors ni le truc de tout le monde les défonce. Et du coup, tu t'en ressors toujours un peu biaisé par les critiques et tout. Du coup, ça, je trouve ça dur de choisir. Je vais parler juste de Joachim Trier parce que moi, c'est important pour moi. Et parce que quand j'ai regardé. J'ai commencé en regardant The Worst Person in the World. Et après, j'ai regardé tous les films qu'il a fait avec cette actrice et tout, jusqu'au dernier film qu'il a fait là, Sentimental Value. Et juste parce que pour moi, ça représente très bien les films de 2020. C'est des films très actuels. Et surtout, je trouve que c'est le type de cinéma qui fonctionne toujours plus ou moins. Et en tout cas, avec moi, je suis toujours plutôt friande. Alors, il y en a que j'aime plus que d'autres. Mais moi, j'aime bien quand c'est des personnages féminins qui sont imparfaits profondément, que tu peux du coup totalement détester en point d'en détester le film. Et je trouve qu'on devrait avoir plus de personnages féminins qui sont les héroïnes et qu'on déteste parce qu'on a tellement de personnages masculins qui sont des héros et qui sont Enfin, détestables. les anti-héros. Ouais, voilà, mais même pas forcément anti-héros, juste des personnages qui sont vraiment très humains parce qu'ils sont complètement imparfaits et t'es frustré en regardant le film parce qu'ils font des choix de merde et tu vois ça tout le temps dans tous les films avec plein de mecs qui sont hyper imparfaits et finalement les gens les aiment bien quand même. Et quand c'est des meufs, je trouve qu'il y a vraiment un truc où c'est d'un coup elle est insupportable, je suis pas supportée de regarder le film, enfin plein de choses Je me comme sens ça. tellement visé. Elle est Tellement visé. hystérique. Ah ouais, t'as ça? Ouais, je crois que par exemple, Julien Douchapi, par exemple, j'ai l'impression que je l'ai pas aimé à cause d'un peu de ça. Tu vois. Bah voilà. Genre, je l'ai regardé, je l'ai lancé 2 fois et je l'ai jamais fini. Mais parce que c'est des personnages féminins qui font des choix de merde et qui sont un peu pas des man-eaters, mais un peu, enfin, elles se jouent un peu de leur statut, soit de meuf belle, soit enfin, avec les mecs, quoi, et elles font souffrir des mecs, mais pas que, tu vois, dans leur vie, leur entourage, tout. Et du coup, moi, franchement, ça me parle. Ça me parle surtout parce que, enfin, je voulais en parler parce que je kifferais jouer ce genre de personnage. Et je trouve que justement, ça doit être dur de jouer un personnage vraiment, vraiment imparfait parce que souvent, je trouve dans l'écriture, il y a un truc un peu bonifié où le personnage finit toujours par retrouver la raison. Oui, c'est vrai, ouais. Il y a toujours un moment, et du coup, moi, j'aime bien les personnages qui retrouvent pas forcément la raison, qui sont OK d'avoir une vie de merde ou alors d'avoir fait des choix de merde. Et le film peut montrer ça, et que t'as pas besoin d'être une personne complètement niquée dans la vie. Voilà, sinon, je voulais parler quand même de films français. Le cinéma français n'est pas mort. Et je voulais parler de films français qui m'ont marqué, qui sont très connus, mais qui m'ont marqué, que ce soit l'histoire de Souleymane, Vain de Dieu, Cassandre, qui n'a pas été assez vue, je trouve, et Je l'ai pas vu. Je connais pas. c'est sorti cette année. Ça parle de l'inceste. Et c'est des films qui ont tous des propos de ouf et qui prouvent que vraiment on n'a rien à envier sur plein de points aux autres cinémas, qu'on a encore une grosse marge de progrès. Mais quand même, vive le cinéma français. Je pourrais plus jamais vanner pareil, Julien Douchapi. J'ai failli le mettre dans le film nul au début, là, dans l'intro. Ah ouais? Aujourd'hui, j'ai failli le mettre et je me suis dit, je le garde pour quand j'inviterai une fan de Julien Douchapi.
J'entends que le film est controversé, moi j'ai hyper envie de le voir. Et j'ai beaucoup aimé Valeurs sentimentales pour le coup. J'ai beaucoup aimé Valeurs J'ai sentimentales adoré. aussi. Je l'ai pas vu, faut que j'aille C'était le voir. c'était Ah, ma c'est- vie, genre, littéralement. Ouais, Ah bah, ouais. mais du coup, en tant qu'actrice, tu le ressens plus ou c'est pas ça qui t'a touché particulièrement dans le film? Bah, il y a de ça, forcément, en vrai, les films qui parlent d'actrices, où il y a un truc où forcément leur vie Ouais, bah, est similaire plus ou moins à la nôtre, mais il y a un truc quand même où moi, en regardant le film, j'étais en mode, mais arrêtez, genre, littéralement, c'était ma vie. Enfin, il y avait plein de points où c'était ma vie et j'étais en mode, je ne peux pas être plus cliente. Genre, déjà de base, je suis plutôt cliente de ces films. Mais alors là, c'est le genre de film où je trouve ce sera toujours globalement un bon film. Après, en fonction de ta situation perso, de comment est-ce que tu es dans ta vie, ça va résonner plus ou moins. Et moi, ça a résonné pile au bon C'est que endroit. c'est exactement le débat qu'on a eu avec Tim à Cannes et avec Manon, Manon Vintage. Parce que justement, moi, mon préféré, c'est Oslo 31 août. Celui de Tim, c'est Sentimental Value, parce qu'il y a des daddy issues. Et Manon, Bah, elle, moi c'est aussi. Julien du chapitre, tu vois. Bah, Et moi, en fait, c'était Sentimental chacun, par Value, rapport au ouais. truc qu'on a dans notre Mais vie, oui. on a notre préféré de, j'allais dire Lars von Trier, Joachim Trier. Et c'est là, en fait, c'est là où tu vois que vraiment il fait des films qui oui. vont parler à des gens. Mais Et c'est si ça pour ne parle ça. pas, comme moi, Julien du chapitre, j'y arrive pas parce que ça me parle pas du tout. Mais là où, par exemple, Oslo 31 août, ça m'a grave parlé et j'ai adoré. Mais justement, enfin, je trouvais que c'était important de les mettre dans ces films-là parce qu'il a quand même fait plusieurs films qui sont, je trouve, tous des bons films mais qui touchent plus ou moins les gens de façon hyper différente. Et il y en a que j'ai carrément préféré, d'autres que j'ai carrément moins aimé. Mais je les vois en ensemble de films qui sont quand même des films. Enfin, je trouve que c'est quand même un excellent réal, rien que pour faire produire ça, des effets comme ça. Moi, je trouve qu'un film, s'il produit un effet, alors sauf si c'est vraiment une bouse, c'est qu'il produit un truc quand même, tu vois. Et en vrai, d'un film, t'as envie de ça chez les gens. Après, avec Valeurs sentimentales, quand tu tapes sur les daddy issues, je pense que t'as un pool de personnes sensibles à tes problématiques. Ouais, qui je est pense qu'il y assez a plein large, de quoi. films qui en parlent, mais Ouais, Lars, franchement, ouais. Lars von Trier, j'allais dire encore. Joachim Trier, il arrive vraiment à, je sais pas, faire résonner un truc comme ça. Moi, quand j'ai Oui, vu moi, Tim j'avais en trouvé train de ça très chialer à fin. côté de moi pendant la séance, j'étais en mode, Ah, j'ai chialé, moi. qu'est-ce qui se passe? Spoilez pas vos jours. De toute façon, Allez, en vrai, pardon. y a rien à spoiler. Non, il n'y a pas grand-chose à spoiler. T'as des daddy issues? Je crois pas. On va que bien tu voir vas en pendant la découvrir. on va bien voir pendant la séance. Très bien, je peux enchaîner. Bah, moi, j'ai pris un pool de 3 films, mais un peu au pif, je vais pas vous mentir. Enfin, en fait, j'ai scroll dans mes films, dans ma liste des films un peu chouchou, etc. Dedans, il y a La Zone d'intérêt, que je sais Ah, que je l'avais tu mis. détestes. Il a soufflé Oui, mais silencieusement. Quand tout à l'heure, t'as parlé de films avec des plans, des Ouais, j'y ai plans pensé larges, aussi. simples, Lents, stables et tout, ouais. j'étais en mode oh là là. Ouais, bah, j'étais très friande de ça. Moi, j'aime bien. Enfin, La Zone d'intérêt, on parle beaucoup de la banalité du mal, etc. Moi, ce que j'aime particulièrement dans le film, c'est comment il amène que, en fait, on est désensibilisé au mal, mais que la racine de ça, c'est le capitalisme et c'est la propriété et le surindividualisme, etc. Et je trouve ça fin. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui disent que le film aurait pu tenir sur un court-métrage de 20 minutes. Moi, je suis pas du tout d'accord, justement pour cette raison-là, au sens où il tire un petit peu des ficelles tout au long du film, qui te font comprendre qu'en fait, bah, c'est très systémique et que c'est très ancré dans les mentalités et que cette désensibilisation au mal, elle n'est pas individuelle, elle est vraiment construite et elle est vraiment incrustée quoi, dans nos modes de vie, incrustée dans cet attrait de la propriété, euh, du respect de la hiérarchie, etc., etc. Donc j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et pareil, bah, visuellement, j'ai trouvé ça génial. Niveau sound design, j'ai trouvé ça génial. J'avais jamais vu un film comme ça, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a marqué. Peut-être que quand je découvrais d'autres films qui sont un petit peu forts sur ce plan-là, je je pense serais qu'il en n'y a mode. aucun film comme ça. Même pour les acteurs, si je dis pas de conneries, ils ont intérêt, ils ont foutu des caméras un peu partout en mode Ils sont télé-réalité. dans la maison, ils ont dû vivre Ouais. dans la maison, et il y avait C'est ça. dans leur personnage, et il y avait Ah. des caméras et tout dans toutes les pièces. C'est pour ça qu'il y a vraiment des plans un peu caméra surveillance sur les trucs. En fait, c'est de la télé-réalité. Ah, Genre, il a c'est mis marrant. des caméras et il leur a dit faites votre vie. Et du coup, genre, des fois, ils sont dans le salon, puis ils sortent, et c'est vraiment, tu changes juste de plan, quoi. Ah putain, mais C'est c'est Secret hyper Story. intéressant. Mais c'est pour ça que ça rend si bien en fait. Pour moi, C'est vraiment des gens qui habitent l'espace. Je trouve que c'est vraiment un film expérience. Genre, pour le coup, Ouais, genre, ouais. j'avais pas du tout aimé le voir, je me suis vraiment fait chier. Et une fois que genre, dès que le générique est apparu, j'étais en Ouais, mode, j'étais mais happée. incroyable, je suis trop content d'avoir eu cette expérience. Mais sur le moment, j'ai pas passé un moment. Ouais, Je pense que tu passes un meilleur moment au cinéma, c'est le genre de film où quand tu le vois au cinéma, c'est mieux aussi, tu vois. Surtout au niveau oui, de fou. sonore. Je pense, ouais. Il y a un truc, il y a tellement un taf de ouf niveau Enfin, sonore. moi, je l'ai vu au ciné en AVP et je me suis fait chier. Cool, merci. Non, mais pour le contexte, toi aussi, t'avais détesté parce que tu trouves que le procédé du début, c'est un procédé de petit malin. Là. Oui, L'écran de toute façon, noir. on en a parlé dans le dernier épisode Ouais. qui est sorti avant celui-là. Mais oui, c'est plus au niveau de l'intention. Je me suis dit, mec, il se prend pour je sais pas qui. Et du coup, ça m'a un peu vénère. Et tout ce qu'il faisait, j'étais en mode, vas-y. Non, moi je Un peu trouve que c'est aigri. intéressant. Enfin, je trouve que c'est un point de vue Mais politique. oui, qui non, est mais sur le vraiment propos, subtil, tu vois. je suis complètement pour. Et genre, je préfère lire une analyse du film que voir le film, en fait. Ah, ok, je peux comprendre. L'analyse après le film était cool. Je C'est vrai, je suis grave d'accord. Quand j'ai vu le propos, j'ai fait, ah, c'est vrai que c'est intéressant. Mais... Ensuite, j'ai mis un film beaucoup plus fun, Simple comme Sylvain,
que je trouve Oh. génial. Je sais pas si vous l'avez vu. Putain, Génial. je comptais le mettre. Ah ouais? C'est trop marrant. Il est trop cool. je Celui-là, tout le monde a aimé, je crois. Mais C'est vraiment le bon Qu'est-ce jeu. qui fait sourire C'est ce vrai, film ouais, bien. c'est Ouais, ça. de fou. Non, mais c'est un film qui est hyper rayonnant, je trouve, et en même temps qui est hyper intelligent sur sa manière de traiter l'évolution amoureuse ou l'évolution de la découverte des relations amoureuses chez une femme, en l'occurrence en plus une quarantenaire, donc ça fait plaisir quand même de voir des femmes pas âgées, mais juste adultes en fait à l'écran, parce que c'est pas si courant. Et je trouve que oui, on voit bien en fait le cheminement d'une femme qui est sur une déception amoureuse après avoir relationné avec un homme médiocre pendant beaucoup trop longtemps, puis qui cherche une espèce d'opposé. Je trouve que c'est aussi assez intelligent dans la manière de traiter le rapport à la classe sociale, parce qu'on voit quand même qu'il y a ce truc de j'expérimente de date dans une autre classe sociale, mais je me ça rends compte reste quand même ancré, que... ouais. C'est Ouais, complètement c'est ça. ça. Les dialogues, ils sont des fois horribles. Parce que Ouais. justement, Ouais. mais il y a plein de gens qui n'ont pas aimé le film à cause de ça, tu vois. Ouais, je comprends. Moi, je Puis- trouve que c'est réaliste, en fait. Enfin, Ouais, tu vois, grave. Si. même si c'est effectivement un peu triste, entre guillemets, tu vois, un peu fataliste, mais je trouve que, bah oui, techniquement, tu vois, t'as des blocages sociaux, et je trouve que le film le traite assez bien, et tout en restant très rayonnant et très drôle parfois, etc. Donc, j'avais beaucoup aimé. Et le dernier que j'ai mis, c'est Les Feux Sauvages. J'oublie tout le temps de son nom. C'est Dia. je vais être raciste On si je part Dia. continue. Donc, oui, Jia Zhangyi. Ah, t'es La seul. prononciation est probablement absolument infâme. Et pour le coup, bah, je reviens. Il est sorti celui-là. Je reviens sur les films très contemplatifs. En fait, c'est un film un peu fresque, entre guillemets. Je crois que ça se passe post-Covid. En fait, je suis incapable de parler de ce film parce que je l'ai vu à Cannes. Et c'est le seul film de ma vie où mon cerveau s'est complètement déconnecté. Et j'ai juste vécu le film, genre corporellement, en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer. Mon cerveau, il est passé. En fait, j'essayais d'analyser les films à Cannes, à la chaîne, etc. Je pense que je suis arrivée à un stade où j'étais trop fatiguée. Et là, je me suis posée devant ce film et je comprenais pas ce qu'il me proposait. Et je pense que mon cerveau, il a shut down. Et il s'est dit, on va juste laisser le film nous traverser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est une des séances les plus marquantes de ma vie au cinéma. Donc, je l'ai vécu vraiment comme une espèce de truc un peu beau qui juste a traversé mon corps pendant 2 heures. Je sais pas trop comment le décrire. Mais et récemment, j'ai vu un autre film de ce réalisateur qui s'appelle Plateforme. Et c'est sensiblement le même dispositif. Bah, alors, ça m'a pas fait le même effet, pour être tout à fait honnête, mais il y a quand même ce truc très beau, très contemplatif, très lent, où on va suivre vraiment le quotidien des personnes. On va voir leur évolution sur un temps long, etc. Et bah, dans Les Feux Sauvages, je trouve ça absolument génial. Et voilà. J'ai l'impression que t'aimes beaucoup les films à expérience. Oui, Tu vois, les vachement, trucs qui vont tenter un peu des trucs un peu ouais. à côté plutôt que raconter une histoire de manière classique, Ouais, mais bah, du coup c'est qui ce vont qu'elle faire vivre disait. quelque chose. Ouais, non, mais du C'est coup, ce qu'elle aimerait complètement. faire, donc C'est vrai que c'est normal ouais. qu'elle a Ouais, préféré. ouais, c'est ce qui me parle. Bah, justement, tu vois, c'est vraiment, bah, je reviens à ce que je disais au début, mais quand j'ai vu que des films comme ça existaient, j'étais en mode, ah, mais en fait, moi aussi, je peux faire des choses, tu vois, parce que je me sentais Ouais. pas forcément, je relatais pas vraiment, tu vois, au film un peu plus récit, entre guillemets. Même si je trouve que c'est trop fort, tu vois, de réussir à bien raconter une histoire, mais c'est pas du tout mon truc, quoi. Je comprends. Très bien, donc moi, After Sun. tu regardais mon téléphone ou quoi? Je suis sûre. Non, mais du coup, je pense que je vais faire comme vous. Je vais essayer de parler de films peut-être dont les gens parlent un peu moins. Donc, After Sun, pareil, Monster Babylon. On va passer. Il y a un film qui est pas vraiment un film, c'est Hamilton. Il y a une giga fanbase d'Hamilton, donc c'est sûr Pas qu'un vraiment un jour. film, Hamilton. Non, c'est une pièce de théâtre filmée. Ah. Mais du coup, il y a de la mise en scène parce que c'est pas Ah. filmé, genre, c'est pas une capture fixe. Ah comme oui, ok. t'aurais adoré. Mais il y a vraiment il y a un travail de mise en scène qui a été fait donc, par Lin-Manuel Miranda, qui a fait donc aussi la pièce Hamilton, qui est sûrement la pièce la plus connue de Broadway, et qui est magistrale, qui parle de l'histoire des pères fondateurs de l'Amérique. Dit comme ça a l'air chiant, mais raconté Non. par l'Amérique d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que c'est des Renois, des Latinos, des Blancs, des Asiatiques, etc., qui viennent, qui chantent, parce que du coup, c'est une comédie musicale, qui chantent, qui rappent. Il y a énormément de rap, ça se clash au Parlement et tout. Enfin, c'est hyper fun. Et ça trop dure. bien. C'est trop bien. Et ça dure, genre, je sais pas, 3h ou 2h45, un truc comme ça. Ah oui. Ça passe à une vitesse folle. Et c'est vraiment un enchaînement déjà de musique complètement classique. En fait, il y a énormément de fans de cette comédie musicale qui connaissent toutes les chansons par cœur. C'est pas genre Les Rois Soleil, tu vois, où il y a une musique connue. Tu connais soit toutes les musiques, soit... Je suis pas d'accord avec cette take. Il y a des Pardon. big fans du Roi Soleil. Mais moi, je aussi, suis hein. Vous big êtes quatre, fan du Roi c'est C'est Soleil. vrai. Ah ouais, de fou. Mais tu sais que. J'adore. Mon père a croisé le mec des Rois Soleil hier. Qui? Emmanuel Moir. Ouais, le mec connu. Mais vous savez que je le connais très bien, Emmanuel Mordi. Ah ouais. Bah, demande-lui s'il se rappelle de mon daron hier. Parce que là, ça reprend le Roi Soleil. Ah, je savais pas. Mais oui. Avec Emmanuel Moir. Oui. Et Christophe Maé. Il y avait Christophe Maé. Mais quoi? Ouais, il y a Mais non, Christophe mais Maé. avec Emmanuel Moir, ouais. Ah ouais. Oui. Mais tu Parce sais que moi, c'était mon prof de français dans Demain nous appartient, Emmanuel Moir. Ah mais non, je J'ai savais pas. enregistré avec lui en studio. Incroyable. Ouais. T'es Ah, barre. c'est beau. Christophe Maé, bah, j'ai eu un crush énorme sur Christophe Maé à cause de cette comédie musicale. Quoi pendant existe, des ça Waouh, années. waouh, Ça waouh. existe. Non, mais je comprends. Je Attends. comprends. Non, celui-là, il est bien. Mais en fait, très jeune, j'ai eu un petit délire pour les mecs maquillés. Il était très maquillé dans Le Roi Soleil avec du crayon noir et tout. Et j'étais en mode, ça me parle. Ok. Ça ne m'est Ah, jamais passé.
Pardon. Mais c'est grave ok en fait. Et c'est Et c'est ok. En tout cas, pour moi, Les Rois Soleil n'était pas une comédie musicale, vraiment. C'est culte, mais genre, au niveau des musiques, je crois qu'il y a une ou deux musiques connues, quoi. Alors qu'Hamilton, c'est vraiment l'ensemble des musiques, parce qu'en fait, Lin-Manuel Miranda, donc c'est celui qui a fait les musiques aussi de, je sais pas, Vaiana, Encanto. Par exemple, Encanto, c'est un bon exemple, où t'as plein de musiques pendant le film, et souvent dans les musiques, t'as des extraits d'autres musiques du film, etc. Il aime bien un peu mélanger tout ça, et dans Hamilton, c'est grave ça. Toutes les musiques se répondent un peu, et se font des refs entre elles, etc. Donc c'est vraiment, genre, limite, tu pourrais étudier les musiques de cette pièce. C'est facile d'avoir que des musiques iconiques si tu repeats en Non, boucle. parce que t'as vraiment, en gros, je sais pas, en fait, t'as les piliers, t'en as genre, je sais pas, t'en as une dizaine, c'est des piliers, et Ah, puis quand ensuite, t'as les musiques au milieu qui, c'est tout le temps de la musique, avec du rap, etc. Bref, c'est génial. Mais je pense qu'on fera un épisode d'Hamilton, faut que je ramène des fans. Je sais que Swazik, elle est ultra fan d'Hamilton. Non, mais etc. ça me chauffe. C'est absolument génial, comme ça, au moins, tu seras forcé de le voir. De quel film je peux parler? Orange Sanguine, j'en ai déjà parlé la dernière fois. Je peux parler de Summertime, qui est aussi une comédie musicale, parce qu'en fait, j'adore les comédies musicales. Ah ouais, Qui est une mec, comédie putain, je musicale savais pas ça. En poème. C'est Oh, génial. Et c'est genre, stylé. ouais, c'est des poètes de Los Angeles qui ont décidé de faire un film ensemble, et ils se sont dit, on a envie de, comment on dit, réciter nos poèmes. Je sais pas c'est quoi le mot exactement Ouais. qu'ils utilisent. Déclamer. Leurs poèmes. Et du coup, c'est vraiment un film choral où les personnages n'ont pas forcément de lien entre eux, et tu passes de l'un à l'autre un peu, qui font leur vie dans Los Angeles. Des fois, le temps s'étire un peu, c'est un peu spécial, et juste, tu vois plein de problématiques différentes dans Los Angeles, puis tu as des croisements entre les personnages, etc. C'est vraiment la définition d'un film choral réussi, avec, du coup, cet aspect de comédie musicale, où il y a aussi un peu de rap, mais surtout des poèmes, parce que du coup, c'est surtout des poètes qui ont fait le film. C'est trop bien. Absolument génial, et personne n'a vu ce film. Je l'ai vu dans une petite salle des Halles, tu sais, vraiment les petites salles tout en haut, où c'est la salle 32, il y a 5 places, etc. Mais Et des vraiment génial, et des rats. Des punaises de lit. Et je finis sur Les Passagers de la Nuit, film de Michael Hurst, si je dis pas de conneries, que j'ai vu à 9h du mat. Et ça, c'est pour faire un peu la promo des séances de 9h. Je l'ai vu à 9h du mat, et quand t'es un peu fatigué à 9h du mat et que tu t'assois dans le siège de cinéma, je trouve que la sensation est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Et les films comme Les Passagers de la Nuit, qui est un film un peu ASMR, parce que du coup, ça parle de Emmanuel Béard qui est à la radio et qui fait Salut mes petits passagers de la nuit. Et genre, avec Charlotte Gainsbourg, etc. Il y a Noah Habitat, je crois aussi. Donc, des sacrées actrices. Et je sais pas, il y a un truc du coup côté un peu ASMR plus séance de 9h du matin qui a fait que ça a été un coup de cœur de fou avec la BO qui est un peu genre Jodassin, un peu douce, années 70-80, etc. Il y a un truc vraiment dans ce film qui fait que c'était un petit bonbon et qu'il fallait le voir à 9h du matin et qui a été une des meilleures séances de mes années 2020 et personne pareil parle de Incroyable. Vous allez souvent dans les séances du 9h des Halles? Plus depuis que j'ai en travail. Quand j'étais en prépa, je séchais les cours et avant d'aller en cours, j'allais à la séance de 9h des Halles. Non, moi je fais pas trop ça, mais par contre j'aime bien aller au cinéma le dimanche matin. Ok. Ça, c'est un petit kiff. À 19 ans, j'avoue, j'avais du mal à aller. Je kiffe. Mais pourquoi pas? Est-ce qu'on a le temps pour Moonlight versus La La Land? Dans 23 minutes, je peux encore. Ok. Allez. Donc on va régler ça en 10 minutes. C'est un clash chronométré. Bon, je vous propose de passer donc à la dernière chronique. Donc petit rappel déjà pour ceux qui ont oublié cette scène mythique de la cérémonie des Oscars 2017. Après que La La Land ait ramassé 6 Oscars le même soir, vient l'Oscar du meilleur film. La La Land est annoncé vainqueur. Les producteurs du film montent sur scène pour récupérer la statuette et commencent leur discours. Et j'ai revu la vidéo là, aujourd'hui. Le discours a été quand même assez long. Ah ouais. Je crois qu'il y a Ah non, une mais minute, oui, une oui, minute oui, 30 c'est de long. discours où les gens, il y a plusieurs producteurs qui parlent, etc. Mais erreur, un des producteurs apprend qu'en fait c'est pas eux qui ont gagné et il annonce au micro que en fait c'est Moonlight qui avait remporté le prix. Donc de cette scène surréaliste est née une sorte de rivalité entre deux films qui n'étaient pas vraiment voués à l'être en vrai de vrai. Et quand j'ai demandé donc à nos deux invités leur film préféré, il s'avère que celui de Jules Poirier était La La Land et celui de Roman est Moonlight. Donc on s'est dit que c'était le bon moment pour mettre fin au débat car nous avons le monopole du bon goût. Enfin, nous, la moitié du coup. Mais Non mais alors, parce que du coup à la base, ce qu'on voulait faire c'était faire un 2v2. Donc moi côté La La Land, parce que c'est aussi mon film préféré, et donc Yuna Roman côté Moonlight, sauf que j'ai pas l'impression que t'aies fait, vraiment moi, envie de j'aime ni défendre l'un ni Moonlight. l'autre. Ouais c'est ça. Donc je pense qu'on va juste... ça fait une belle arbitre. Ouais, Par contre, je c'est suis ça. désolé, Roman, du coup. Non mais après, alors moi j'ai mis 4,5 à Moonlight aussi. Donc Ah moi ouais, c'est deux bah, films. du coup, t'es pas vraiment. Toi aussi, t'es arbitre en fait. Bah Moi oui, en aussi fait, je peux être arbitre, mais en même temps je peux défendre chaque film. Donc je sais pas trop comment on va Ouais. faire ça. Mais... Bah, toi t'aimes les deux, moi j'aime pas trop. Bof les enfin, deux. bof les deux. D'ailleurs je trouve ça fou parce que c'est tellement de bons films. Après, en même temps, ça reste deux films qui sont déjà difficilement comparables et ça reste deux Oui. très bons films. Moonlight, moi, je me le suis pas pris, mais je le voyais que c'était un bon film. Juste, comme je me suis pas pris Aftersun, je suis désolé. J'étais en mode, non mais, Oh, il lâche ça comme ça. je suis désolé, j'étais pas en mode c'est nul. J'étais en mode oh c'était sympa, mais j'étais en mode c'était sympa. Genre j'ai passé une bonne séance, mais j'ai pas eu le Non mais je comprends. truc, tu vois. Et Moonlight, c'est pareil. Je l'ai vu chez moi et tout, et j'ai pas eu le truc. Mais après sur le débat, Alors que là, La Oscar La du Land- meilleur film pour moi c'est La La Land, tu vois. Alors voilà. Mais... Ah. Et si je puis me permettre de donner un premier argument,
c'est que déjà, un Oscar du meilleur film, c'est un film qui va ancrer, c'est un prix qui va ancrer un film dans tu peux me remettre en arrière? Voilà. Cette statuette-là, elle va ancrer un film dans l'histoire. Et pour moi, Moonlight est un film déjà très important socialement, tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais La La Land, c'est un film qui est déjà un peu culte, qui a parlé à tellement de gens différents, qui a fait aimer la comédie musicale à toute une génération. Moi y compris, je détestais ça parce que j'en ai pas vu trop. Et j'ai vu ce film, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est incroyable. T'as des musiques qui sont aujourd'hui cultes. C'est un film qui fait rêver, qui emmène un voyage. Et pour moi, c'est le cinéma que j'aime. Et donc, c'est pour ça que c'est un film qui est tellement. Qui restera intergénérationnel, je pense. Et voilà. J'ai envie de le revoir. Mais du coup, tu dis que pour avoir un Oscar du meilleur film, il faut que ce soit un film qui marque. Mais moi, je trouve que les Oscars des meilleurs films, c'est pas forcément des films qui marquent tout le temps. Donc, si on se base que sur ça, je trouve que c'est dur en vrai de dire que Moonlight méritait pas ça. Parce que en vrai, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Enfin, je veux dire, il y a si Moonlight n'avait pas été cette année-là, une autre année qu'il avait remporté le meilleur film, peut-être que les choses auraient changé. Peut-être, imaginons, il n'ait même pas été aux Oscars. Peut-être qu'il aurait pu avoir une autre résonance. Enfin, moi, je trouve que c'est dur de définir la valeur ancrée dans les gens par la popularité. Parce que moi, je pense qu'il y a des films qui sont 1000 fois plus populaires même que La La Land ou quoi, qui m'ont moins marqué. Et au contraire, il y a des films hyper populaires qui m'ont marqué et d'autres, je pense, pas du tout. Moi, je trouve que Moonlight, il a un truc, c'est que... Et pourtant, j'ai aimé La La Land. Hein, c'est pas du tout La La Land, c'est pas du tout un film que je déteste. Moi, je suis pas non plus hyper fan de comédie musicale. Genre, c'est pas un truc qui me touche plus que ça. J'ai tendance en regardant des films à être en mode. Entouré des bonnes personnes. Ouais, on est en terrain ennemi en fait. J'ai tendance à dire, genre, si je regarde une comédie musicale, la plupart du temps, je suis en mode putain, ce serait vachement bien si c'était pas une comédie musicale. Ah, mais c'est vrai, je me souviens que tu parlais déjà de ça. Ouais. avec Anne, Tellement en fait. l'inverse. Et du coup, sur le papier, La La Land a tout pour me plaire. Moi, faut savoir que dans mon top, c'est pratiquement que des trucs un peu comme ça, c'est des personnages qui n'arrivent pas à se parler. C'est des personnages, c'est des histoires d'amour qui sont soit vouées à l'échec, soit qui sont dans le temps. En fait, tous les trucs où il y a des problèmes de communication, il y a des problèmes de trucs, des trucs hyper humains et que tu peux ressentir dans ta vie, mais que là, quand c'est mis devant toi, tu te rends compte à quel point c'est bête. Genre, tu loupes tellement de trucs dans la vie parce que tu fais pas des trucs cons. Et du coup, sur le papier, c'est parfait, c'est tellement ça. Puis bon, je suis comédienne, donc il y a quand même un truc dans La La Land où je comprends. Enfin, je comprends comment est-ce qu'elle a pu choisir elle et comment ça s'est terminé. Mais dans Moonlight, moi, quand je l'ai vu, et d'ailleurs, c'est marrant quand même, j'ai absolument rien en commun avec ce film, tu vois. Enfin, genre, Ouais. il y a un truc qui m'a marqué. La première fois, je l'ai vu sur mon ordi, vraiment, genre comme ça, juste après avoir entendu parler du Clash, mais des années après. J'avais vu La La Land avant. Et je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc c'est un peu un voyage, le fait que ce soit sur 3 générations, notamment, ça m'a marqué parce que le passage du temps, je trouve que c'est hyper important sur comment ça marque toute une vie. Tu vois, dans La Land, il y a aussi ce truc-là, puisqu'à la fin, Hop là, Ria du montage, faites attention, elle va spoil le film. on la voit des années après. Donc ça montre aussi le passage du temps et comment est-ce que ça a évolué. Mais il y a plus quelque chose où ils sont... c'est triste, tout le monde a envie de chialer à la fin quand ils se regardent et qu'on se rappelle tout ce qu'ils ont vécu. Mais il y a un truc où ils sont OK avec ça et c'est ça qui est très beau, c'est qu'ils sont OK avec le fait de plus être ensemble et que c'est fini. Mais dans Moonlight, il y a quelque chose de... Ils n'ont pas eu le choix. C'est même pas venu le choix. Et comment est-ce que... Enfin, nous, on sait pas ce que c'est en vrai. Enfin, nous, on est quand même dans une situation hyper privilégiée où, globalement, la plupart du temps, tu peux vivre ton histoire d'amour comme tu le veux. Et souvent, ça se termine parce que parce que l'autre personne, parce que c'est des décisions. Et qu'est-ce que c'est de pas pouvoir vivre ton amour pleinement pour un truc qui est encore plus ancré, plus profondément, qui est ancré de là où tu viens, qui te suit toute ta vie. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que les personnages, le personnage de Chiron, du coup, qu'on voit, donc le personnage principal qu'on voit petit, ado, puis plus vieux, c'est pas une happy end, il évolue pas. C'est comment est-ce que ton milieu social te rattrape, comment est-ce que tout ce que tu as vécu toute ta vie finit par te rattraper quand même et que tu peux avoir du mal à t'émanciper de ça.
Et il y a un truc où, tu vois, les 2 premières parties, voilà, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ouais, la troisième partie, elle perd beaucoup en puissance. J'ai trouvé ça dommage, C'était alors que ma j'ai beaucoup préférée. aimé. Et en fait, je trouve que dans la dernière, il y a un truc où. Parce que du coup, je remets un peu de contexte, c'est l'histoire c'est dans un quartier populaire afro-américain qui est rongé par la drogue, par plein de choses comme ça. Et donc lui, c'est le fils d'une meuf qui est Drogué. drogué, toxico de ouf. Et donc, il comprend qu'il est gay très tôt, et les gens d'ailleurs le comprennent avant que lui-même il le comprenne. Et ça le suit toute sa vie, surtout à son histoire avec un mec en particulier. Et en fait, tu le vois très vulnérable, je trouve, dans les 2 premières parties, parce que tu le vois expérimenter pour la première fois ce que les gens lui disent qu'il était en train de ressentir. Et ça, je trouve que nous, moi, je l'ai jamais ressenti ça dans la vie. Et rien qu'à m'imaginer, je trouve que c'est affreux comme sentiment. Dans la troisième partie, tu le vois, tu te dis putain, ça n'a plus rien à voir, quoi. Je veux dire, il a fini par être rattrapé par son environnement, il a fini par devenir dur, par devenir tout ce que les gens lui reprochaient de pas être. Et il y a ce moment où à la fin, il revoit du coup cet homme avec qui il a eu quelque chose quand ils étaient ados et plus petits. Et d'un coup, il y a son visage qui se radoucit, ses yeux qui ont un truc où tu le vois lui enfant. Et il y a un truc où, du coup, c'est le temps fait changer les choses et le temps fait changer les gens, mais il y a un truc qui reste de lui, enfant, au fond de lui. Et quand il dit, notamment, il dit à la fin une phrase où il dit que c'est la seule personne qui l'ait jamais touché dans sa vie. C'est, tu vois, ce gros mec qui correspond à tous les critères de masculinité de base. Et tu te rends compte qu'en fait, il n'a pas changé depuis petit et que ça reste à l'intérieur de lui. Rien que je peux pas ne pas saluer genre le travail des acteurs, qui sont quand même 3 acteurs différents. Les 2 premiers sont quand même très jeunes parce qu'ils ont vraiment l'âge qui est décrit dedans. Et c'est des acteurs qui, pour la plupart, n'avaient pas fait grand-chose avant en plus. Du coup, il y a un truc hyper... moi, je trouve ça bluffant d'avoir réussi à faire vivre un personnage comme ça sur 3 acteurs différents, de faire ressentir la même chose. Mais c'est des micro-trucs qui, pour moi, rendent le film... mais absolument, pour moi, c'est vraiment un voyage sur le temps, sur plein de choses, même que ce soit la relation avec sa mère. En fait, c'est un film qui est décevant, mais genre, c'est la vie, quoi. Genre, tu finis par être déçu et rien ne s'arrange trop. Et à la fin, ça s'arrange pas trop. Mais c'est comme ça, genre, et tu sais qu'ils vont continuer et qu'ils garderont toujours ça en eux, tu vois. Et moi, du coup, pour revenir à La La Land, je le trouvais génial. J'aurais même, franchement, pourtant, j'ai dit que comédie musicale, c'est pas mon fort. J'ai aimé les parties comédie musicale. Moi, j'adore le thème de Mia Sébastien, je l'adore, genre vraiment. Mais il y a un truc où les personnages, ils m'ont moins touchée parce que j'avais moins l'impression de les voir habités par ce qu'ils étaient en train de ressentir. C'est une belle histoire d'amour, mais comme on en voit beaucoup. Et il y a ce truc aussi où on en a vu plein des films qui étaient glorieux pour Hollywood, récompensés 1000 fois. Ça, La La Land, c'est vraiment pour moi une lettre d'amour au cinéma d'Hollywood, en reprenant plein de codes, que ce soit au niveau du jeu des acteurs, au niveau de plein de choses. C'est vraiment l'histoire d'amour hollywoodienne, mais super bien faite. Et du coup, c'est super, c'est génial. Mais du coup, il y a une singularité dans Moonlight qui m'a toujours touchée. Et je l'ai vu sur grand écran pour la première fois il y a 2 ans. Et j'y suis allée avec des potes où je leur rabâche les oreilles avec Moonlight depuis le début. Et ils n'ont pas tous kiffé. Mais genre, moi, je savais ce qui allait se passer. Et j'ai pu vraiment apprécier les micro-trucs en le revoyant. Et les micro-phrases. Et il y a des trucs, des scènes comme ça qui me marqueront toute ma vie. La scène où il y a une scène où il lui dit sous la lune, les enfants noirs sont bleus. Et ils sont dans la mer et la lumière est tellement belle et tout. Et c'est genre une scène qui est... elle est tout sauf... Waouh! Ouais. Et pourtant, c'est le truc qui m'a le plus marqué, plus qu'une scène chorégraphiée avec genre 100 personnes sur La La Land. Tu m'as donné envie de revoir Moonlight. C'était mon but. Mais, en fait, c'est ça qui est compliqué, en fait, c'est que tu vois, tout ce que tu dis, je suis grave d'accord. Et je l'ai vu aussi, juste, j'ai pas eu le truc où le film m'a traversé, et j'aurais aimé d'ailleurs qu'il me traverse, juste ça n'a pas été le cas. Et, mais je suis entièrement d'accord et tout, même socialement, dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il apporte dans le cinéma et tout.
c'est un film qui est hyper important. Et c'est juste que moi, je sais que personnellement, le cinéma que vraiment j'aime par-dessus tout, c'est celui qui me fait vraiment rêver et tout machin. Ouais. Donc c'est juste un autre type qui me touche plus. Et du coup, ouais, où La La Land m'a vraiment touché. Pareil, c'était une des premières fois où j'ai commencé à aller au ciné voir des films et tout machin. Tu Et, l'as découvert au ciné? Je l'ai découvert au ciné avec Ah, un pote pareil trop qui n'avait pas du tout ciné. On s'est regardé à la fin en mode mais qu'est-ce qu'on vient de voir. Mm. Et c'était une des meilleures séances de ma vie. Et évidemment, je compare une séance ciné à une séance maison, c'est jamais pareil. Mais Ouais, mais de toute façon, là, on n'est pas là pour dire quel est le de meilleur toute film, façon, mais c'est quel film méritait le plus l'Oscar, tu vois. Parce qu'en fait, pour moi, je suis d'accord. En fait, toi, tu disais que l'Oscar du meilleur film devrait aller donc au film le plus populaire, etc. c'est pas vraiment populaire. Mais- C'est plus que c'est un film qui va devenir culte et qu'il était Ouais. déjà à l'époque et parce que Il réunit. c'est je trouve, c'est un film qui fait je sais pas comment l'exprimer vraiment, mais c'est un film qui change les codes tout en reprenant les codes et Qui a été un marqueur. exactement, Sur une c'est feuille un chronologique, marqueur. tu mets le marqueur La La Land, quoi. Complètement. Et puis tu vois, une autre, genre l'année suivante ou avant, si Moonlight était sorti une autre année, qu'il l'avait eu, j'aurais été en mode, et d'ailleurs je m'en fous qu'il l'ait eu, c'est trop bien, tu vois, genre pour le film. Mais déjà, j'aurais été en mode, bah très bien, tu vois. C'est juste qu'il y a eu La La Land cette année. Du coup, Mais moi, je suis d'accord avec toi que ce genre de film devrait avoir l'Oscar du meilleur film. Et je suis aussi d'accord avec Roman parce qu'en fait, le fait est que la plupart des films qui ont eu l'Oscar du meilleur film sont des films peut-être un peu plus oubliables, sans vouloir dire Ouais. que Moonlight est un film oubliable. Mais moi, quand tu regardes la liste Ouais. des Oscars du meilleur film, c'est jamais le film Ouais. dont tout le monde se rappelle. tu c'est vois. pas le film de l'année. Donc, qui a- dans ces conditions-là, ok, Moonlight, mais si du coup on reprend vraiment ce que moi je pense devrait être l'Oscar du meilleur film, je vois pas comment un film comme La La Land ne peut pas être genre le meilleur film de l'année, c'est La La Land parce que c'est, comme tu dis, genre, pour moi, un marqueur sur la fresque chronologique du cinéma. Tu penses à Tu mets le 2000 marqueur La La Land. tu penses à Mais du coup- 2016 cinéma, c'est La La Land. Mais du coup, Ouais. moi, je pense que. Enfin, du coup, je suis en mode. Est-ce que c'est les gens qui sont en mode qui sont pas contents que La La Land ne l'ait pas eu? Il a eu plein d'autres Oscars, tu vois. Moonlight, il a eu ça. Je suis en mode, en vrai, c'est un film avec 2 millions de budget. C'est 5 très. 5 millions. C'est pas beaucoup, en Ce qui tout est cas. très peu, ce qui est C'est très rien peu. du C'est tout. très, très peu. Et il y a un truc où, genre, en vrai, s'il n'y avait pas eu ce truc avec La La Land ou même ce micmac là avec le discours, est-ce qu'il aurait été aussi connu? Moi, Je l'aurais sais pas. vu. Je pense pas. Ouais, j'avoue que j'aurais. Et du coup, je pense que c'est pour ça que leur histoire est quand même genre liée, parce que je pense que de là, il y a des gens qui ont regardé Moonlight, et d'ailleurs, je pense que c'était mon cas, hein, je pense que j'en aurais pas entendu parler sinon. Et du coup, je suis en mode en vrai, c'est cool que ça soit passé pour qu'il y ait des gens qui regardaient Moonlight, mais en même temps, je peux pas m'empêcher d'être frustrée, tu vois, de voir que par exemple les acteurs de Moonlight, tu les vois pas dans des films de fou derrière, alors Ouais. que bon, Ouais. voilà, on s'en L'acteur est de- tapé du l'acteur de la Ryan troisième Gosling. partie, putain. Ouais, Je veux le voir partout. Et vraiment, c'est comme tu disais, en fait, c'est le fait qu'il ait des gros muscles, mais oui. son visage d'enfant et qu'il parle Non, mais presque pas, je Mais crois. surtout dans un que film depuis et le début, Ça il y, a m'avait- il y a un truc où, genre, vraiment, quand tu le vois, tu te dis, il est complètement comme on le voit là maintenant, de muscles et tout. Et que ce soit vraiment le changement, je trouve, quand il le voit, que d'un coup, ses yeux redeviennent ceux du terrible. premier acteur. Moi, c'est ma partie préférée de très, 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 très loin. Elle est magnifique, que ce soit des hommes comme ça, qui voilà, ont évolué dans leur environnement qui est, pour le coup, plutôt très hostile. Ils ont grandi dans un truc hyper compliqué. Que du coup, à la fin, ils aient chacun leur vie, mais qu'ils aient partagé ce truc ensemble et qui sera... Moi, il y a un truc avec les films qui me rend ouf, c'est quand les choses sont jamais dites et que ça reste toute ta vie, parce que c'est souvent ce qui se passe en fait dans la vie. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses qui seraient beaucoup plus faciles si elles étaient expliquées. Du coup, qu'il y ait ce truc de ce sera jamais dit et on sait même pas s'ils vont se revoir un jour. Dans La La Land non plus, on sait pas s'ils vont se revoir un jour. Mais je pense qu'ils... Mais c'est la fin d'une histoire. C'est en vrai. ça. Oui, Je surtout, pense c'est pas, qu'il- c'est pas la même portée derrière. Ouais. Pour le coup, C'est ça, que c'est eux, ils sûr ont que là, vécu on pleinement n'est pas leur sur des histoire problèmes qui sont comparables Ouais. à ceux de Moonlight, Non. même dans la portée que ça a et tout. C'est vrai que la fin de Moonlight est surprenante, tu vois. Mm. Genre, tu t'attends pas à ce que ça se finisse c'est ni dramatique, ni happy ending, c'est un Ça, peu... ça se finit de manière comme très tu dis, genre, réaliste. Mais c'est c'est ce la que vie, j'allais très dire. réaliste, Moi, je trouve ouais. que c'est juste, c'est la vie. C'est Ouais. genre la C'est un plupart peu des... étrange, en vrai, c'est rare, tu vois, de faire des fins Bah comme ça. ouais, mais du coup, je trouve ça... Enfin, c'est ce que je trouve encore plus réaliste, c'est qu'en vrai, les histoires d'amour comme ça qui sont même trop compliquées à mettre en mots, parce qu'il y a ça aussi, c'est que c'est tout ce qu'il a vécu toute sa vie qui l'empêche d'assumer ce qui s'est passé ou ce qui pourrait se passer plus tard. Parce que, du coup, à la fin, il le prend dans ses bras quand même. Et il y a un truc où on se dit, peut-être que là, ils vont je sais pas, se mettre en couple. Ou alors, genre, voilà. Je pense que ce sera jamais le cas parce qu'il y a un truc où tout ce qu'ils ont vécu toute leur vie, leurs parasites, c'est comme s'il y avait... c'était dans une bulle de tout ce qu'ils ont vécu toute leur vie. Il y avait ce truc au milieu qu'ils avaient vécu. Et que c'est impossible, que c'est beaucoup trop fort, la barrière de tout le reste pour dévoiler ça, quoi. Et du coup, l'histoire d'amour n'est pas du tout pareille. Mais il y a quand même ce truc de passage du temps
chacun évolue. D'ailleurs, le mec que Chiron va voir, il a une femme, enfin, genre, il a sa vie aussi, tu vois. Mais c'est pas pareil. Moi, je trouve qu'il y a ce truc de choix qui est important aussi. C'est que dans La La Land, ils ont tous les deux quand même fait un choix. Je veux dire, Sébastien, il a fait un choix aussi quand il a voulu genre reprendre un truc de jazz pour faire de l'argent Bien et sûr. du coup s'éloigner de ses passions. Et même Mia, c'était pour être comédienne. Et les deux ont réussi de leur façon et ils ont évolué comme ils le voulaient. Du coup, il y a un truc un peu dans Moonlight, c'est comment est-ce qu'ils auraient évolué en ayant tout ce qu'ils Bien sûr. avaient, genre. Et moi, c'est pour ça que d'ailleurs, souvent les gens sont un peu surpris quand je leur dis que c'est mon film préféré, parce que c'est tellement loin de ce que moi je peux faire avec mon statut hyper privilégié sur plein de trucs. Mais en fait, c'est rien que me mettre à leur place, c'est un sentiment inexplicable, genre de pas pouvoir t'échapper de ta vie, de tout ce qui t'est arrivé, genre, et de même pas. Enfin, le truc le plus simple quand même, de sentiment humain, c'est l'amour, c'est ressentir de l'amour pour quelqu'un, et genre de même ça, de pas être capable de pouvoir le ressentir pleinement. Je sais même pas comment je ferais, genre comment est-ce que tu fais quand tu ressens un truc pour quelqu'un, que t'as vécu un truc et que jamais dans ta vie tu pourras l'assumer pleinement, genre. Mais tout en l'ayant là. Moi, il me prend Ouais. là, le film, quoi. Et même C'est- de toi à toi, tu le vis pas pleinement. ouais. Quoi. C'est ça qui est fort avec le cinéma, c'est que ça peut te faire comprendre des choses et te mettre dans des trucs où tu n'aurais même pas imaginé de base. Et c'est un truc qui a une portée universelle et c'est ça qui est beau avec le cinéma. Bah écoutez, moi je vais absolument pas trancher le débat parce que je me range plutôt du côté de Roman au sens où effectivement je trouve que Moonlight est plus méritant de l'Oscar que La La Land. Je suis entièrement d'accord sur le fait que les dynamiques relationnelles, émotionnelles, de soi à soi ou de soi aux autres, etc. sont beaucoup plus complexes que dans La La Land. La La Land, effectivement, c'est un peu une usine à feels et à relate, je pense. Et à rêve J'aime pas le aussi. mot usine. Et à Ouais, rêve. moi non Pas plus, le mot mais usine. bon. Excusez-moi. Ouais. Enfin, je trouve qu'il C'est y a quand tellement même... sincère pour moi, en fait, c'est tellement de l'amour. Tu peux pas dire usine, genre l'amour pas. ça se fabrique pas là, c'est vraiment juste le mec il a mis tout ce qu'il kiffait dans son film. Tu vois. Ouais, mais tu vois, justement, c'est de la récupération de choses qui fonctionnent un peu. Ouais, mais ça reste je sais pas, Mais sincère. enfin, En fait, le mot usine enlève Non, le c'est côté pas- sincère. Tu vois. Oui, mais en vrai, moi, ça me choque pas trop parce qu'il y a un truc très hollywoodien dedans. Ouais, très bref. Du coup, je comprends vachement pourquoi les gens apprécient La Land, d'autant plus qu'on en a parlé dans le dernier podcast et je le comprends plus clairement. Mais je trouve que oui, en termes même de construction, Moonlight est plus intéressant. C'est-à-dire que oui, il y a ce côté fresque et critique. temps qui passe, mais non, mais pas forcément ça. Mais tu vois, ça, c'est un film qui se permet des ellipses aussi, c'est un film qui se permet de pas tout expliquer, etc. Enfin, je trouve que c'est quand même plus intéressant. Et effectivement, je trouve que c'est mieux que l'Oscar revienne à un film comme ça pour qu'il soit vu, plutôt qu'un film comme La Land qui était déjà très populaire, quoi. En fait, c'est ce que je disais, je sais pas si je pense que La La Land, même en ayant, enfin, Ça aurait rien changé qu'il ait eu. je Ouais, pense de que fou. ça aurait quand même été un film qui parlait à Du coup, je vais énormément de trancher gens. moi. Je pense que La La Land méritait l'Oscar, mais que c'est très bien que Moonlight l'ait eu et on est content. Ouais, en vrai, mais même comment ça s'est fait, comment ça s'est passé et comment il y a C'est eu fort. ce truc-là, je trouve que c'est beau, genre. Et je suis content que ça m'ait fait voir Moonlight. Mais c'est toi en vrai qui m'a fait voir Moonlight, je crois, sur Twitter. Ouais, Je me rappelle. ouais, c'est moi. Ah, merci. On conclut. Bon, en tout cas, on arrive au terme de ce magnifique enregistrement, n'est-ce pas Riyad doit courir car il habite littéralement en Normandie, Presque. ouais, à mes c'est yeux. vrai. C'est vrai. Donc, merci beaucoup à tous les deux Ah, merci. pour le temps. C'était trop cool. Franchement, C'était c'était super trop chouette. Vous m'avez archi motivé à concrétiser mes projets. Do it. Et fonce Donc, de ça fou. Je vais faire un Nikon cette année. Je vais faire un Nikon là, putain. Mais dis-toi maintenant. Ouais, vas-y, La hein, tu sais beauté, que ça me Nikon, parle vachement. les 2 années, je m'y suis mis en novembre. Hein, donc, Non, mais de toute façon, j'ai déjà écrit un truc, hein, mais bah, je l'ai vas-y. jeté, Bah, en vas-y, fait. alors. Je l'ai mais jeté. fais-le, Je sais frère. pas, Mais du coup, j'espère que vous aussi qui nous écoutez, ça vous aura motivé potentiellement à vous lancer, que ce soit dans le cinéma ou ailleurs. Et puis, on vous suivez-nous embrasse sur très les. fort. Bon, on n'a pas de raison, on ne sait pas encore. Mais suivez déjà Roman Park et Oui. Jules Poirier sur les réseaux. Je crois que si on tape ça sur Instagram, C'est on ça. vous trouve. De toute façon, on mettra. facilement. Ah, faut qu'on fasse une photo. Comme ça, on met la photo en annonce. Ah oui, on peut faire On ça. n'a pas fait ça aux épisodes d'avant. Très bien, faisons ça. Et voilà, donc vous pouvez retrouver leur actualité sur Instagram. Ouh. Ailleurs. Ah, parfait. Ouais. Et nos actualités, Riyad et moi, sur moi, Yuna NLH sur tous les réseaux et Riyad. Regarde, j'ai tous les vu tous films. les films, c'est très long, je suis désolé. Très bien. On vous embrasse et à la prochaine. Gros Merci pour cette bisous. musique d'intro Au de revoir. outro. Ciao tout le monde. Magnifique.